Et rebonjour à tous, on est en direct de Rezé, le gymnase Arthur Dugast, la commune voisine de Nantes. Et on va assister à la deuxième demi-finale du Play-off 2025 de Futnet. Alors pour ceux qui nous rejoignent, le Futnet c'est tout simplement le tennis ballon mais en version compétition. Ça veut dire qu'on va jouer avec des règles officielles qui sont très proches de celles du volleyball, avec 3 touches de balle par équipe, avec, contrairement au volley, un rebond au sol et un filet plus bas, mais sinon pour le reste c'est identique. 3 touches de balle par équipe, un joueur ne peut pas jongler. Et la seule petite différence maintenant pour vous qui nous suivez peut-être depuis 11 heures, c'est le fait que l'on puisse passer son corps de l'autre côté du filet quand on est au contre. Pour le reste, c'est la même chose, il y a des mires, le ballon doit passer à l'intérieur des mires. Et évidemment, on doit tenter de marquer le point adversaire, soit en l'empêchant de renvoyer la balle, soit en marquant et en transperçant la défense adverse. Vous avez assisté, pour ceux qui étaient là, présents depuis 11h15 ce matin, à une première demi-finale. Vraiment, je vais encore m'enflammer un petit peu, d'anthologie entre les Sables Vendée Football et entre l'équipe d'Olympiaco, deux clubs de football qui ont des sections Futnet avec des joueurs évidemment spécifiques qui jouent exclusivement au Futnet depuis 20 ans pour la plupart. Et vous avez assisté à un match exceptionnel où l'équipe des Sables l'a emporté 3-7-2 malgré la blessure d'un de ses éléments phares, le joueur William Rambaud, qui est le passeur de l'équipe de France et qui s'est blessé à la toute fin du 4e set quand Olympiaco égalise à 2 manches partout. Et bien malgré ça, le club d'Olympiaco s'est incliné, c'est les Sables qui ont emporté 3-2. On va passer maintenant sur ce qui nous intéresse. La deuxième demi-finale, c'est l'équipe de Nantes qui joue à domicile devant un public évidemment acquis à sa cause, qui est le favori de cette deuxième demi-finale, contrairement à la précédente où on va dire qu'on était un petit peu sur un 50-50. Là, sur cette deuxième demi-finale, c'est vraiment Nantes à domicile qui est favori. Nantes qui joue en bleu et qui va accueillir ce play-off avec des joueurs que vous allez découvrir sur l'écran actuellement, avec Maxence Vernier, c'est le capitaine, Maxence Vernier c'est le passeur et le réceptionneur plutôt de l'équipe de France, il joue également passeur. Vous avez Raphaël Noblet, c'est l'attaquant. Il a été souvent dans l'ombre de son entraîneur-joueur Julien Mercier. Et désormais, c'est lui le titulaire. Il est un des meilleurs attaquants français. Il est revenu en équipe de France depuis quelques semaines, quelques mois. Vous avez Jérémy Colorado qui fait plutôt partie du roster de la rotation, qui est champion de France de D2 à plusieurs reprises et qui est désormais un membre incontournable du groupe D1. Karl Marchand, c'est comme Jérémy, c'est plutôt un des remplaçants, mais c'est également un gaucher, c'est le doyen de ces playoffs, il a 47 ans, il est DTN, directeur technique de football, alors plutôt DTR je crois, à la Ligue des Pays de la Loire, et c'est un joueur avec un état d'esprit exceptionnel, un gaucher vraiment de très bon niveau. Vous avez Maxime Serin, c'est un joueur qui est également en équipe de France comme Maxence Vernier et comme Raphaël Noblet, c'est un réceptionneur prioritaire. Je dis absolument bonjour à Jérémy Caramel dont je vais vous parler juste après, c'est un joueur d'ici les Moulineaux, et vous avez Benjamin Lemire à Nantes, c'est le deuxième attaquant de Nantes. Là, Nantes, contrairement aux deux clubs précédents, les Sables et Olympiaco, vous avez vraiment deux trios différents. Vous avez Maxence Vernier, Raphaël Noblet et Maxime Serin. C'est un trio titulaire qui est international. Et vous avez Jérémy Colorado, Karl Marchand et Benjamin Lemire qui sont un petit peu les doublures de ces joueurs-là, qui sont peut-être un petit peu moins forts. Et évidemment, pour jouer à ce niveau-là, il faut être extrêmement doué et extrêmement talentueux, extrêmement expérimenté au tennis ballon, bien sûr. De l'autre côté, le GIFT, ici les Moulineaux. GIFT, ça veut dire groupement IC1 de foot tennis. C'est le club le doyen en France. Il a été créé en 1998. Vous avez Maël Delanous, l'attaquant. Il arrive de Nantes. Il joue contre ses anciens équipiers avec qui il a déjà été champion de France. Rendez-vous compte, il a été champion de France avec Nantes. Vous avez Yann Viguier, c'est un réceptionneur. Il est plutôt remplaçant aujourd'hui. Vous avez Dylan Rowe, il s'est imposé dans le trio titulaire. Il est réceptionneur attaquant. Vous avez Kylian Girold. Il est multiple champion de France en double et là actuellement il est plutôt en fin de carrière en triple, il est plutôt en bout de banc, mais c'est reste évidemment un très bon joueur. Et vous avez la superstar, Jérémy Caramel. Il est champion du monde de Futnet, il a été champion du monde de double en 2022 et il a un parcours absolument extraordinaire aujourd'hui puisqu'il devait être absent de ce play-off. C'est le meilleur joueur d'ici les Moulineaux, c'est peut-être le meilleur joueur français, c'est lui vraiment le plus talentueux et d'ailleurs il n'est pas sur le terrain actuellement. Pourquoi? Parce que il était présent à un mariage à Zurich, tenez-vous bien, à Zurich, il y a quelques heures. Il était à Zurich pour pouvoir réussir à venir au play-off finalement. Il a réussi à prendre un vol pour arriver à Amsterdam et d'Amsterdam il a pris un train pour arriver à Nantes. Et je crois même avoir entendu qu'il a raté ces vols-là alors qu'il était parti de son mariage à 4h du matin. Et finalement, il est arrivé en train à Nantes il y a à peine 5 ou 10 minutes. Et donc là, je l'ai vu arriver dans le gymnase. Il est actuellement remplaçant, mais nul doute qu'il va rentrer pour stabiliser son équipe. C'est le meilleur attaquant, le meilleur passeur, le meilleur réceptionneur de son équipe. Il est bon à tous les postes. C'est un génie du tennis ballon et il va certainement encore nous le montrer, même s'il a, je crois, pas beaucoup dormi, voire pas dormi du tout. Donc à voir. En tous les cas, cette opposition est quand même un petit peu déséquilibrée dans le sens où le GIFT a quand même réussi depuis l'arrivée de Maël Delanous à ici les Moulineaux, l'ancien attaquant de Nantes. Il est arrivé il y a 1 an et demi. C'était difficile, ils ont cru qu'avec l'arrivée d'un joueur à un tel potentiel qui est champion, qui a eu la médaille de bronze en
championnat du monde 2016 avec l'équipe de France, qu'ils passeraient un énorme cap. Ça a été très difficile leur première année 2023-2024, ils n'ont pas réussi à s'adapter, ils avaient 6 joueurs, ça a combiné mal, ils n'arrivaient pas à trouver l'harmonie. Et là depuis cette année, en deuxième moitié de saison, vraiment ce gift ici les Moulineaux, ils ont trouvé vraiment l'osmose, notamment parce que Maël Delanousse et Jérémy Caramel, qui sont un peu les deux joueurs majeurs de cette équipe, ont trouvé comment jouer et ils ont complètement changé leur stratégie, qu'ils ont changé plusieurs fois. Et maintenant c'est Jérémy Caramel qui était un peu l'attaquant prioritaire, qui joue presque à la passe, et Maël Delanousse est plutôt en attaque exclusive, alors qu'ils avaient tenté un moment de mettre Maël Delanousse en réception et attaque. Je vous expliquais au match précédent que souvent depuis 2-3 ans les Français notamment essayent, et avec l'équipe de France et les clubs, de mettre une sorte de double lame et d'avoir un réceptionneur qui attaque. C'était le cas en début de saison avec Maël Delanousse, qui est repassé du coup en attaque exclusive. Et là vous le voyez, Maël Delanousse, c'est lui qui vient de renvoyer la balle de l'autre côté dans une position acrobatique. Pourquoi? Parce que la passe n'était pas assez bonne et qu'il a été obligé de se contenter d'un renvoi. Et là il est au contre. Maël Delanousse, c'est certainement le joueur qui a la longe au contre en France la plus grande. Vous avez vu le pied de Maël Delanousse qui va quasiment 60 cm de l'autre côté du filet, qui empêche son ancien copain Raphaël Noblet, le numéro 10 de Nantes en bleu, de pouvoir attaquer correctement. Alors à savoir que Maël Delanousse et Raphaël Noblet, c'est vraiment deux joueurs qui ont débuté le tennis ballon ensemble à Nantes dans les années 2007-2008. Ils ont tout connu, ils étaient gamins, ils étaient minots, ils ont tout connu ensemble, ils ont connu ensemble les épopées nantaises, ils ont connu l'équipe de France ensemble, lui les équipes de France U21, les équipes de France adultes, ils ont tout connu ensemble et aujourd'hui ils sont opposés puisque maintenant Maël Delanousse est parti habiter pour raison professionnelle à Paris et joue depuis 2 ans au GIF ici les Moulineaux, bien que pendant 2 ou 3 ans il a continué à jouer à Nantes tout en s'entraînant avec des clubs parisiens. Il continuait à jouer avec des clubs, avec le club de Nantes, mais là, ça lui faisait un peu trop. Il avait envie de changer, il avait envie d'un nouveau défi. Et en 2023, il est arrivé au GIFT, donc pour tenter cette nouvelle aventure. Et pourquoi pas devenir le troisième joueur après Éric Jecker, qui est un historique du tennis ballon français, qui a gagné le titre avec 3 clubs différents, avec le GIFT ici les Moulineaux, avec Nantes et avec, si je ne dis pas de bêtises, Venaco. Donc ce joueur Éric Jecker, l'ancien président de la fédération, avait gagné le titre avec 3 clubs différents. Et on a également un ancien, dont certains peut-être se souviennent, des anciens du tennis ballon, qui se nomme Vincent Boyer, qui avait gagné le titre avec Suresnes et avec ici les Moulineaux. Alors ça m'a été soufflé il y a quelques minutes par Kevin Castelao, le joueur de l'ON. Je pensais qu'il n'y avait que Éric Jecker qui avait gagné avec 2 clubs différents. Et non, il y en a également un autre, Kevin Castelao. Lui, il joue aujourd'hui à Olonne. Il est en finale. Et il avait gagné le titre avec Villers-sur-Marne en 2004. Et donc, je reviens pour terminer sur cette histoire sur Maël Delanousse, donc l'attaquant de Nantes aujourd'hui, que vous voyez, de ici les Moulineaux que vous voyez, j'ai encore le lapsus, le numéro 44. Alors, pourquoi 44? Il est numéro 44 du club d'ici les Moulineaux parce que c'est le numéro de département, vous l'avez compris, de la Loire-Atlantique, et donc il garde un peu les attaches sentimentales avec son département. Donc Maël Delanousse, qui est attaquant d'ici les Moulineaux, ancien de Nantes, avec le numéro 44 que vous voyez au contre là, vous voyez à quel point il a passé sa jambe de l'autre côté, mais cette fois ça n'a pas suffi et Raphaël Noblet, l'attaquant de Nantes, a pu attaquer et même marquer le point, ce qui lui permet d'égaliser à 4-4. Donc là le début de match, comme je vous l'ai dit au match précédent, souvent les débuts de match c'est vraiment en chute nette, malgré le très haut niveau qui existe désormais dans les 10-12 meilleurs clubs français. C'est un problème un petit peu que personne n'a encore réussi à résoudre. Comment être chaud, comment être bon, comment être performant, comment être à son niveau au début d'un tournoi, pour les tournois de double et de simple, car il y a 3 disciplines, ou au début d'un match de triple. Eh bien, c'est très compliqué d'arriver à être bon dès le début d'un match. Et c'est encore ce qui est peut-être en train de se passer, même si c'est moins que tout à l'heure, j'ai l'impression. Les deux équipes sont davantage dans leurs petits souliers. Et c'est un retourné amorti de Raphaël Noblet qui est sauvé par Maël Delanousse. Alors ça, c'est vraiment exceptionnel. Vous avez vu le retourné amorti de Raphaël Noblet, et Maël Delanousse était au contre, il s'est retourné. Il a changé d'appui très vite pour aller tacler, remettre le ballon vers ses copains. Surtout pas faire de précipitation quand tu fais un tacle défensif comme ça. Désolé, je m'adresse à vous en vous tutoyant. Quand on fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout pas s'exciter, surtout pas se précipiter, surtout pas tenter de renvoyer le ballon seul, comme ça peut nous arriver quand on débute. Là, il faut surtout remettre le ballon bien haut vers ses copains. Et là, ses copains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à renvoyer la balle. Mais malgré tout, le point était perdu. Mais n'empêche que c'est un sauvetage et que ça rentre d'un peu dans la tête des adversaires. De voir que quand on fait un retourné amorti, un geste normalement décisif, finalement, l'adversaire le défend. Il faut réattaquer derrière, c'est-à-dire faire le coup supplémentaire, comme on appelle ça dans le jargon. Le coup supplémentaire, c'est quoi? C'est quand un attaquant ou une équipe fait plutôt une attaque quasiment décisive, mais qu'elle est défendue, on est obligé de refaire une attaque pour marquer le point. Et ça peut un petit peu rendre le mental d'une équipe, ça peut attaquer un peu le mental d'une équipe, parce que quand on ne marque pas un point qui est quasiment marquant, et ben si on vous dit par la défense, ah là là, il va falloir recommencer à marquer le point, et ben ça peut des fois rendre les gens un peu dans la précipitation, tenter des choses
qui sont trop compliqués et faire la faute. Et c'est ce qui différencie d'ailleurs souvent un exceptionnel joueur d'un très très bon joueur, c'est que s'il a fait une grosse attaque, qu'elle a été défendue, le coup d'après, il va surjouer et peut-être faire faute, alors qu'un très très bon joueur va être capable, lui, après un énorme coup défendu, de continuer à jouer ni en surjeu ni en sous-jeu. Ah oui, alors du coup, oui, effectivement, donc en sous-jeu, et donc du coup, de pouvoir faire un vrai coup. Alors je vais maintenant me rendre compte qu'il y a un chat que vous pouvez m'adresser également des messages pendant le match. Donc je vais essayer d'être un peu plus en interaction avec vous. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Une deuxième demi-finale à quelle heure? Donc là, évidemment, on est dessus. Donc vous l'avez compris, c'est actuellement la deuxième demi-finale entre Nantes en bleu et ici les Moulineaux en rouge. Vous m'avez demandé, existe-t-il une équipe nationale de footnet? Effectivement, donc il y a une sélection nationale de footnet qui pendant 20 ans, entre 1999 et 2019, même un petit peu plus, a été appelée Groupe France. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas encore rattachés à une fédération officielle et donc ils n'avaient pas le droit d'avoir l'appellation équipe de France. Depuis que la FFF a intégré le footnet dans son giron, et bien désormais ça s'appelle l'équipe de France et les 10 joueurs en général ou 10 à 12 joueurs qui sont sélectionnés dans les stages Groupe France 4 à 5 fois par an, et bien tenez-vous bien, ils vont où? Ils vont à Clairefontaine dans l'antre des Bleus du football. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs d'y aller en tant que joueur, en tant qu'arbitre ou en tant que entraîneur-joueur d'un club de D1, puisque maintenant les entraîneurs-joueurs de club de D1 ou les entraîneurs ou les responsables de club de D1, nous avons également un séminaire une fois par an et donc c'est toujours un bonheur absolument incroyable de se rendre à Clairefontaine dans l'antre des Bleus. Donc voilà, il y a une équipe de France de foot, il y a une équipe de France de footnet. Guillaume Ortiz et Jimmy Libert en sont les sélectionneurs. Ce sont évidemment des spécialistes du footnet et ils ont en général une 10 à une douzaine de joueurs qu'ils sélectionnent pour ensuite, pour les compétitions internationales, n'en garder environ que 7. Et sélection internationale, il y a à chaque fois 3 mondiaux simultanés, puisqu'au tennis ballon, en footnet, vous avez 3 disciplines, le triple, le double et le simple. Et dans un mondial, vous avez les 3 en simultané qui se chevauchent avec les matchs de poule, les quarts de finale, les demi, etc. Et donc l'équipe de France de footnet, eh bien elle a 5 médailles dans l'histoire de son pays. Avec, je vais revenir bientôt au match, alors je vous informe qu'il y a 9 à 7 pour Nantes qui mène, qui est le favori de cette demi-finale. Mais pour terminer sur l'équipe de France, 2 médailles pour Jimmy Libert en simple en 2008 d'argent et en 2011 de bronze. Jimmy Libert va nous rejoindre tout à l'heure au micro pour la petite et la grande finale. C'est une des 4 ou 5 grandes légendes du footnet. Il réside actuellement au Sable d'Olonne, donc il a une accointance plus particulière avec le club des Sables, mais d'assez loin. Et il est sélectionneur adjoint de l'équipe de France A, avec une spécialité d'être sélectionneur de l'équipe de France de simple. Discipline, vous l'avez compris, dans laquelle il était vraiment un maître, et il a eu 4 titres de champion de France, ou 3 titres de champion de France de simple. Et vous avez donc également du double et du triple, et donc là en triple nous avons eu la médaille de bronze en 2016 à Brno. C'était un des plus beaux mondiaux qui ait pu exister, avec une équipe composée de joueurs que vous avez sur le terrain actuellement, avec notamment Maël Delanous qui est actuellement au compte, vous le voyez, et je crois que Raphaël Noblet était dans l'équipe, et Julien Mercier qui est l'entraîneur actuellement de l'équipe de Nantes. Et en 2022, alors là, ça a été la consécration suprême, 2 médailles dans le même mondial. Je commence par le moins bien, qui est quand même exceptionnel, le triple, avec notamment Mel Delanous qui était encore là. Il y avait également Maxence Vernier, le capitaine de Nantes. Donc médaille de bronze en triple, et là, médaille, non pas d'argent, non pas de bronze, mais médaille d'or en double en 2022 également à Prague. Médaille d'or en double. Et vous avez un joueur sur le terrain qui l'a connu, cette médaille, c'est Jérémy Caramel. Il a été champion du monde de double, et disons-le tout de suite, il avait été également cette année-là en 2022 à Prague meilleur joueur du mondial tout compris, c'est-à-dire les 3 disciplines réunies. Jérémy Caramel, un Français, élu meilleur joueur. Inutile de vous dire que c'est la première, et je pense que c'est quand même quelque chose d'assez rare, et je ne suis pas sûr que ça soit produit un jour qu'un Français soit élu meilleur joueur d'un mondial. Cette année-là, il avait été absolument prodigieux. Allez, on revient sur le direct. Premier set, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu difficile de rentrer dans un match. Malgré tout, les 2 équipes ont l'air bien dedans. L'équipe de Nantes avec son trio majeur assez incontournable depuis la blessure de son entraîneur Julien Mercier et depuis le départ de Maël Delanous à Issy-les-Moulineaux. C'est qu'il y a un trio qui se dégage, c'est la défense de l'équipe de France, Maxime Serin et Maxence Vernier. Donc ce sont les 2 réceptionneurs passeurs que vous voyez, le numéro 4 et le numéro 8, et l'attaquant Raphaël Noblet qui n'est pas en train d'attaquer, c'est Maxime Serin, donc le réceptionneur qui va proposer une deuxième lame. Il marque le point, justement, Maxime Serin. Donc lui, il est défenseur de l'équipe de Nantes. Et donc Raphaël Noblet, c'est l'attaquant, c'est le numéro 10. Il est revenu en équipe de France après un petit passage à vide. Et là, actuellement, il est l'attaquant titulaire de l'équipe qui a terminé première de la saison régulière, c'est Nantes.
En face, Issy-les-Moulineaux va faire ce que tout le monde attend, ce que tous les spécialistes attendent depuis 10 minutes que le match a commencé. Eh bien non, non, ce n'est pas ce que j'ai... Alors vous voyez, je me suis un petit peu enflammé. J'allais dire que tout le monde attendait la rentrée de Jérémy Caramel. Comme je vous l'expliquais, a eu des difficultés pour arriver à Nantes. C'était prévu, hein, il avait un mariage de très longue date où il était invité à Zurich, tenez-vous, en Suisse, où il était encore cette nuit. Il avait prévu d'arriver à Nantes à 11 h. Finalement, il a eu un problème de déplacement. Il est arrivé à 13 h à Nantes. Il est arrivé dans le gymnase depuis un quart d'heure. Je pensais que c'est lui qui rentrait. Eh bien non, c'est Kylian Gerold, le gaucher de Issy-les-Moulineaux, qui vient de rentrer en jeu à la place de Dylan Rowe, le réceptionneur attaquant. Et donc du coup, c'est un trio assez inhabituel du côté d'Issy-les-Moulineaux, avec Yann Viguier, le réceptionneur historique du club depuis 25 ans, Mel Delanousse, le numéro 44, l'attaquant, et Kylian Gerold, actuellement au service, que vous ne voyez pas, il est hors de l'écran. C'est un gaucher qui est multiple champion de France de double, mais qui n'a pas encore remporté le titre en triple et qui, cette année, a eu moins de temps de jeu que d'habitude, sans doute parce qu'il y a un triple assez fort qui s'est dégagé du côté d'Issy-les-Moulineaux, qui marque le point là tout de suite avec Maël Delanousse. Un triple assez fort s'est dégagé après beaucoup de tentatives depuis 1 an et demi. Je dirais que c'est plutôt Maël Delanousse en attaque, donc côté gauche, que c'est plutôt Dylan Rowe en réception et attaque, en deuxième lame d'attaque dans l'axe, et avec Jérémy Caramel, et oui, étonnamment, qui est en position de passeur à droite, Jérémy Caramel. Pourtant, c'est plutôt l'homme fort de cette équipe offensive. Il est plutôt attaquant, mais là, pour les besoins de la cause, il est tellement doué dans tous les domaines du jeu qu'ils le mettent en passe et que, malgré tout, l'équipe se trouve plus solide comme ça. Alors, Jérémy Caramel, il est actuellement en survêtement sur le terrain, à côté de son coach Pascal Miligui. Voilà, vous le voyez tout à droite avec sa gourde. Il avance avec ses chaussures blanches, voilà, vous l'avez vu sur le ralenti. Et là, il est actuellement en train de donner des consignes à ses équipiers. Il est avec sa veste, son short et ses chaussures blanches. Ses chaussures blanches, pardon. Je crois que ces chaussures-là, il les portait d'ailleurs le jour du mondial 2022 à Prague. Alors, à mon avis, il a quand même dû les changer depuis, mais de mémoire, je crois qu'il portait des Bottas. C'est la marque blanche comme ça, lors de son sacre de 2022 à Prague. Voilà, premier temps mort de la partie. Et c'est vrai que c'est très étonnant. C'est le Gift Issy-les-Moulineaux qui mène 11-10. Alors, je vous ai dit, le match d'avant entre les Sables et Olympiakos, c'était vraiment 50-50, voire 51-49. Là, on est plutôt sur... alors là, ça n'engage que moi. Je veux dire qu'on est plutôt sur un 60-40 en faveur de Nantes, même si la blessure de Julien Mercier, l'entraîneur de Nantes, qui ne joue presque plus cette année en raison d'une blessure au poignet. Le problème pour ce joueur-là, c'est que c'est un spécialiste du ciseau. C'est sans doute le meilleur attaquant de toute l'histoire de l'équipe de France de tennis-ballon. Moi, je m'enflamme avec le football. C'est le meilleur attaquant de l'histoire du tennis-ballon français. Il a été en équipe de France pendant 12 ans, mais c'est vrai que c'était un spécialiste du ciseau. Et avec une espèce de tendinite qui va dire court tout le long du bras, c'est quasiment impossible pour lui de faire des ciseaux. Et sans cette arme, eh bien, il est un petit peu diminué. Donc là, aujourd'hui, ils étaient 7 joueurs, dont lui, il est entraîneur-joueur. Il a décidé pour ce premier match de ne pas se sélectionner. Donc c'est lui qui n'est pas sur la feuille, puisqu'au Futnet, vous n'avez le droit qu'à 6 joueurs sur la feuille. Et donc Nantes a 7 joueurs opérationnels. Eh bien, pour ce premier match, Julien Mercier ne s'est pas mis sur la feuille. Et donc, il y a ces 6 équipiers: Maxence Vernier, Raphaël Noblet et Maxime Serin titulaire. Jérémy Colorado, Karl Marchand, Benjamin Lemire remplaçant. Donc Nantes, je vous l'ai dit, c'est plutôt un trio majeur et 3 joueurs un petit peu moins forts, mais évidemment quand même très performants. En face, Issy-les-Moulineaux a déjà commencé avec quelques changements, même si Maël Delanousse est toujours sur le terrain. Maël Delanousse, c'est l'attaquant, l'ancien de Nantes, numéro 44. Il est allé au contre, mais Raphaël Noblet, l'attaquant de Nantes, vous allez le voir sur ce ralenti, va trouver l'angle décroisé, c'est-à-dire qu'il passe à sa droite, et là il trouve une zone irrattrapable pour l'adversaire, pour Yann Viguier, le réceptionneur, et ça fait point. On est désormais à 11-11. Je vous l'ai dit souvent, le premier set ne veut pas forcément dire que le vainqueur va forcément l'emporter. Le premier set est souvent un petit peu à part dans un match de Futnet. Le premier set d'une journée, bien sûr, car quand vous jouez la finale le même jour, vous êtes chaud, donc le premier set, on est déjà dedans. Là, ce premier set ne peut pas forcément dire grand-chose, mais il n'empêche que prendre un set, surtout dans un match comme ça, surtout pour le Gift, ce serait de très bon augure. Si Nantes prend le premier set, je vous avoue que ça risque d'être un petit peu dur pour le Gift. Si le Gift prend le premier set, eh bien ça ne pourra peut-être pas dire que Nantes se découragera, car Nantes, eh bien, ce qu'on peut dire sur cette équipe, c'est qu'ils ont la culture de la gagne. Ils ont quelque chose en eux qui est assez incroyable. Ils ont la capacité à retourner toutes les situations cette année. Ils ont gagné des matchs 3-7-2, je ne sais même plus combien de fois. Ils ont gagné la finale l'année dernière 3-7-2 contre Olympiakos. Ils ont gagné les 2 finales précédentes contre Holland 3-7-1. Ils ont gagné en 2019 contre Holland 3-7-2. Et ils avaient déjà gagné 3-7-2 en finale en 2017 pour leur premier titre. Ce sont les spécialistes pour ne jamais lâcher le morceau. Ce sont les spécialistes pour être menés au score, pour être des fois menés 2-7-1 et pour pouvoir quand même retourner la situation. Ils ont la culture de la gagne, ils ne se découragent jamais. Ils restent stables, ils restent
Mentalement, il reste très stable. Peut-être que cette année, avec la blessure de Julien Mercier, c'est un tout petit peu moins le cas. Mais ça reste quand même extrêmement stable. Et là, Nantes mène 13-11. Nantes est en passe à 2 points près de prendre le premier set. Attention à Dylan Rowe, la deuxième lame qui tente d'attaquer. Il attaque croisé, c'est dans le terrain. C'est défendu. Non, ce n'est pas défendu. C'est pas défendu. Voilà, Dylan Rowe qui est actuellement au centre avec ses chaussures blanches que vous voyez et les 3 bandes noires, je ne citerai pas la marque. Donc le joueur actuellement au milieu avec son poignet, attention, il va faire le retourner, le numéro 9, voilà, c'est lui, Dylan Rowe. Il est attaquant vraiment de formation, mais pour les besoins de ces nouvelles stratégies dans le fitnet français, où on met en place 2 attaquants et donc le réceptionneur est désormais une sorte de deuxième lame d'attaque, et bien Dylan Rowe désormais joue en position centrale afin de proposer une deuxième solution. Et évidemment, il faut que ce joueur soit performant en réception, ce que Dylan Rowe est devenu depuis les gens. Et belle lurette sur là, je suis désolé pour lui. Voilà, c'est souvent comme ça quand on parle d'un joueur et qu'on fait des compliments, notamment sur un geste. Je viens de vous dire que Dylan Rowe a énormément progressé en réception. Et voilà, c'est l'attaque de Raphaël Noblet, le bloc de Maël Delanous qui est en première touche de balle. Il ne restait plus que 2 touches pour l'équipe et peut-être que Dylan Rowe a été perturbé par le fait que Maël Delanous ait touché la balle au bloc. Et donc, que se passe-t-il? Petite réception ratée vers l'arrière, irrattrapable. 14-12 pour Nantes, c'est la balle de premier set pour les Nantais à domicile devant leur public. Vous avez vu, les tribunes se sont bien remplies depuis tout à l'heure. Pour le match des Sables contre Olympiaco, il y avait un petit peu moins de monde. Mais là, à Nantes, sur les 2 tribunes, il y a vraiment de plus en plus de personnes. Et on va pouvoir estimer l'affluence, je dirais, à 300 spectateurs. J'ai actuellement, juste à côté de moi, l'équipe, le serveur du Gift, qui est revenu à 13-14. C'est Kylian Guérold, il est juste à côté de moi là, il serre. La balle est dans la poitrine de Maxime Serin, passe de Maxence Vernier, retourné de Raphaël Noblet. Et la balle passe au-dessus du bloc. Voilà, premier set pour Nantes. Premier set pour Nantes à domicile, retourné de Raphaël Noblet qui enflamme le public. Voilà, 1-7-0. Le plus dur n'est pas fait, bien évidemment. Mais là, c'est un choix. C'est un choix d'aller au bloc. En général, quand une équipe va au bloc, quand son attaquant va au bloc, que font les 2 réceptionneurs et passeurs de son équipe? Eh bien, ils switchent. C'est-à-dire que le joueur qui est au bloc va très souvent contrer dans l'axe. Et que se passe-t-il pour les 2 autres? Ils vont plutôt défendre côté droit et gauche. Donc pour le passeur qui joue à droite, ça ne change pas grand-chose, il défend toujours à droite. En revanche, le réceptionneur qui lui a l'habitude de jouer dans l'axe, que se passe-t-il quand il a un bloqueur qui est en face de lui dans son équipe et qui bloque dans l'axe? Eh bien lui, il se décale à gauche pour pouvoir justement bloquer la 3e zone. Et on va appeler donc la zone axe. C'est un duel entre l'attaquant adverse et le contreur. Et donc on va considérer que si le contreur perd son duel, eh bien c'est lui qui perd son duel. Et ses 2 copains donc de son équipe doivent eux défendre, si vous voulez, le côté gauche et droit. Car si le ballon va côté gauche, eh bien c'est la responsabilité du réceptionneur. Si le ballon va côté droit, c'est la responsabilité du passeur. On va être un petit peu technique. Il a une autre petite spécialité. Si le contreur va plutôt aller contrer sur l'attaquant adverse côté gauche ou droit, ça veut dire qu'il va bloquer la partie gauche ou droite pour l'attaquant adverse. Et donc il va lui intimer en gros, mon copain ou mon adversaire, tu vois, je t'empêche d'attaquer à gauche, je t'empêche d'attaquer à droite selon où je me place. Donc il va laisser plutôt l'autre partie côté et l'axe libre, ce qui veut dire que le réceptionneur de son équipe doit s'adapter très vite au positionnement de son attaquant contreur et que donc au lieu d'aller côté gauche s'il était dans l'axe, il voit que son attaquant va contrer à gauche, donc lui qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans l'axe. J'espère que j'étais clair, peut-être qu'il faudra un tuto pour expliquer ça, mais je pense que les spécialistes au moins ont compris et j'espère que les autres également. Je regarde un petit peu sur le chat si vous avez d'autres questions. Je vois que vous enflammez pour Delanous, donc l'attaquant du GIF, le numéro 44. Merci beaucoup pour les explications. Quelles sont les règles pour 1 ou 2 points? Alors là, je ne suis pas sûr. Stéphane Pommery, si vous pouvez me préciser. Je dirais que pour 1 ou 2 points, ça doit être les points d'écart peut-être, si c'est ça. Donc les matchs se jouent comment? En championnat et en play-off. 3 sets gagnants pour l'emporter. Et les sets se jouent en 15 points, mais 2 points d'écart pour remporter le set. C'est-à-dire que s'il y a 14-14, eh bien on va à 16. S'il y a 15-15, on va à 17. S'il y a 16-16, on va à 18 et vice-versa. Et comme je vous le disais il y a quelques heures pour le début de ce live, et je crois que le record est de 31-29 dans un set en saison régulière, il y a 2 ans dans un match de championnat. Moi personnellement, à titre personnel, puisque je joue dans le club des Pirates d'Évreux, il m'est déjà arrivé de terminer un match sur un 26-24. Et c'est vrai qu'à la fin, je laisse imaginer la fatigue que l'on peut sentir. Allez, on est reparti avec ce 2e set. Et là, eh bien, petite surprise. Non, c'est bon, voilà, ce n'est pas une surprise. Jérémy Caramel est rentré, c'est lui qui touche la balle actuellement. Et Jérémy Caramel, comme je vous le disais, alors ceux qui connaissent ce joueur, eh bien, ils vont être très surpris.
Pour ceux qui ne l'ont pas vu jouer depuis quelques temps, Jérémy Caramel, c'est, on va dire, peut-être le ou un des génies du footnet français. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur joueur, mais en tout cas c'est celui dont le pied est absolument prodigieux. Pour moi c'est un des deux génies du footnet français et il sait tout faire avec un ballon, c'est absolument prodigieux. Et en général il est plutôt en position d'attaque. Et bien là, après plusieurs tâtonnements depuis l'arrivée de Maël Delanous, qui a clairement fait passer le Gift ici les Moulineaux dans une dimension supplémentaire, à force de chercher, échouer, réussir, là je pense que le Gift a trouvé une solution un tout petit peu plus stable et qui va peut-être les emmener vers la conquête d'un titre. Et bien c'est de mettre Jérémy Caramel non pas dans l'axe, non pas à gauche en position d'attaquant, non pas dans l'axe en position d'attaquant réceptionneur, mais à droite en position de passeur. Ça veut dire que Jérémy Caramel n'attaque presque pas. Pourtant, Jérémy Caramel est un exceptionnel attaquant, même s'il est beaucoup moins puissant que ses rivaux des autres clubs. Mais il a cette capacité absolument exceptionnelle à savoir faire des vrilles, c'est-à-dire des petits amortis, des retournés pas très puissants, mais avec des angles prodigieux. Mais là, du coup, depuis cette nouvelle tactique du Gift, eh bien, il n'arrive pas, il n'est pas en position d'attaque et il ne peut donc pas forcément beaucoup mettre le danger dans l'adversaire. Mais en revanche, il est tellement fort techniquement et en lecture de jeu qu'il peut distiller des caviars à ses équipiers. Ce qu'il va me faire à l'instant en mettant le ballon sur le réceptionneur attaquant Dylan Rowe. Voilà, défense de Dylan Rowe du pied, le plafond est très haut mais il n'est pas assez haut. Mais là la réception de Dylan Rowe du pied n'est pas assez assurée et la balle a touché le plafond. Donc quand la balle touche un élément extérieur, c'est point perdu pour l'équipe qui a touché. Et donc là, pareil, je vais essayer d'être un petit peu technique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dylan Rowe n'a peut-être pas assez gainé ses abdos au moment de la réception du pied et du coup que se passe-t-il dans ces cas-là? La réception est un tout petit peu mal assurée, monte trop haut et va toucher l'élément du décor et l'élément en l'occurrence le plafond et donc ça fait point perdu pour son équipe. Allez, on revient toujours au direct. 1-7-0 pour Nantes. Désormais 3-1 pour Nantes qui garde pour le moment son trio titulaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Nantes, ils ont une quête, ils ont quelque chose qui les guide, ils sont habités cette saison par quelque chose et pourtant ils pourraient être un petit peu moins affamés car ils viennent de gagner 4 titres de suite et ils ont également gagné 5 titres sur les 6 dernières éditions. Ils ont gagné en 2017 pour la première fois, ils ont mis fin à l'hégémonie des Sables d'Olonne. Ensuite ils ont perdu 3-7 à 2 l'année d'après en 2018 et ensuite ils ont enchaîné 4 titres de suite en 2019, en 2022 et 2023 à domicile. En 2024, l'année dernière, ils ont réalisé un exploit prodigieux puisqu'ils ont battu l'équipe d'Olympiaco que vous avez vu précédemment 3-7 à 2 qui jouait pourtant à domicile Olympiaco. Et là cette année, eh bien ils visent quoi? Ils visent un 6e titre. Un 6e titre en cette édition. Et 6 titres, ça veut dire quoi? Ça veut dire égaliser le record des Sables Vendée Football qui, anciennement appelé Tennis Ballon Olonnais, ont dépassé le club de 7 tenait le record avec 5 titres. Désormais Olonne est le recordman unique avec 6 titres. Et derrière il y a Nantes et 7 avec 5. Et bien évidemment aujourd'hui Nantes qui détient 4 de suite, qui a remporté la saison régulière, veut absolument égaler son rival de toujours les Salles en remportant un 6e titre. Et peut-être que nous aurons une finale entre les deux équipes qui ont actuellement composé la finale de 11 des 13 dernières éditions Nantes-Olonne. Nous n'en sommes pas là puisque le Gift va vendre chèrement sa peau. Le Gift ici les Moulineaux n'a jamais été aussi fort que cette année. Le Gift ici les Moulineaux fait partie des équipes de l'avenir depuis que Maël Delanous est arrivé, qu'ils ont trouvé la bonne carburation. Maël Delanous est donc désormais attaquant prioritaire et Jérémy Caramel, son arme offensive habituellement numéro 1, est passé à la passe. Et vous avez également Dylan Rowe qui est une arme offensive vraiment de très très haute qualité, même s'il a un petit peu d'irrégularité. Il est au milieu, c'est lui qui défend là, il fait une belle réception poitrine. Il défend également très bien. Passe de Jérémy Caramel, attaque de Maël Delanous. Maël Delanous, c'est le seul attaquant de ce playoff qui ne fait, vous l'avez remarqué peut-être, pas de retournée. Donc tous les autres attaquants, ils sont en retournée. Les deux attaquants d'Olonne, vous avez vu Adrien Robin et Kevin Descamps font des retournées. L'attaquant de 7, Raphaël Noblet, fait des retournées. Les deux attaquants d'Olympiaco, Adrien Pual et Thomas de Jésus-Lucas, font des retournées. Et au Gift, Jérémy Caramel en fait, mais pas Maël Delanous. Donc vous avez vraiment une opposition de style aujourd'hui entre le Gift et Nantes, et qui est vraiment un petit peu différente de celle du match précédent où il y avait beaucoup de puissance. Là, on a un petit peu moins de puissance. Est-ce qu'on me demande également si c'est un classico ou pas ce match Nantes-Gift? Non, le classico, les amis, c'est Nantes-Olonne. Je vais peut-être créer un petit peu de jalousie chez l'équipe d'Olympiaco qui est en train de devenir le 3e larron, le du Big Free. Je vais peut-être créer un petit peu de jalousie également au Gift, qui est une équipe très très habituée des playoffs. Le Gift, ils ont été 3e en 2013, ils ont été 3e en 2016, ils ont été 4e en 2022 et ils ont été 3e l'année dernière en 2023. C'est clairement un des clubs
hormis Olympiaco qui a la capacité, notamment depuis l'arrivée de Maël Delanous, d'aller chercher peut-être ces équipes de Nantes et d'Olonne qui ont donc trusté les 11 derniers titres. Tenez-vous bien, les 11 derniers titres et les 9 dernières finales. Alors, vu que maintenant j'ai accès au chat, je vais vous faire un petit quiz alors, qui va plutôt s'adresser aux spécialistes. Ça ne veut pas dire que je peux en trouver d'autres également pour les néophytes. Mais donc, si vous avez suivi le FUTNET depuis 2011, vous savez qu'il y a donc eu 6 titres pour Olonne, 5 pour Nantes. Sur ces 11 titres, il y a eu 9 fois la finale Nantes-Olonne. L'année dernière, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, je vais vendre la peau de l'ours. La finale, c'était Nantes-Olympiaco. Est-ce que vous savez, les spécialistes du FUTNET français, quelle est la seule équipe qui a osé détrôner en demi-finale d'un play-off l'équipe soit de Olonne, soit de Nantes? Je ne vous dis pas qui, moi je l'ai sous les yeux, je l'avais et je l'ai étudié avant-hier pour bien préparer ces play-offs. Une équipe a détrôné Nantes et Olonne en finale, et donc ils ont perdu la finale, cette équipe dont je ne vous révèle pas le nom. Ils ont perdu 3-7-0 en finale dans la première moitié des années 2010, mais je vous laisse deviner qui c'est. Vous allez essayer de me trouver le nom de cette équipe qui a été en finale d'un play-off, qui était donc la seule équipe, à part l'année dernière, Olympiaco, qui était en finale d'un play-off depuis 11 ans, qui n'était donc ni Nantes ni Olonne. Allez, on revient au direct, toujours 1-7-0 pour Nantes, 5-2 également pour Nantes dans ce deuxième set, 5-3, on revient, et je crois que désormais on passe à 6-3, non on est à 5-3. Voilà, 5-3, le gift est revenu. J'ai Vincent Deleuffre qui me répond sur le chat que c'est Venaco. Alors Vincent, Venaco, non, Venaco, ils ont remporté le titre en 2011. Donc Venaco, c'est la dernière équipe à avoir gagné un titre avant Nantes et Olonne. 2011, Venaco avec le Slovaque Jan Brutowski qui était le meilleur joueur du monde à l'époque, qui avait été recruté par Venaco pendant un an pour on va dire renforcer cette équipe, et ça a également, je pense, profité à tout le FUTNET français. Venaco est donc la dernière équipe à avoir remporté le titre. Mais non, ce n'est pas ça la réponse. Venaco a gagné le titre en 2011, mais il y a une autre équipe, et depuis 2011, Nantes et Olonne ont donc remporté les 11 titres, mais n'ont fait que 9 finales, et donc les 9 finalistes, et donc sur les 11 finalistes, alors je vais être clair, 11 titres remportés par Nantes et Olonne, 9 finalistes, donc Nantes ou Olonne 9 fois, une fois Olympiaco l'année dernière, et un autre club a été en finale. Je vais vous vendre un tout petit peu la mèche juste pour l'année, mais je ne vais rien vous dire d'autre. C'est en 2015. En 2015, une équipe a osé battre Nantes en demi-finale. Et ensuite, cette équipe s'est inclinée en finale contre Olonne 3-7-0. Donc là, je vous laisse deviner donc, quelle est cette équipe qui a fait un crime de lèse-majesté et qui a osé ne pas faire une finale Nantes-Olonne, qui est donc celle qui a eu lieu 9 fois sur les 11 dernières éditions, et qui est peut-être encore celle que vous allez à laquelle vous allez peut-être assister cette année, mais on en est encore loin. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 10 mai 2025. Ce sont les finales de tennis-ballon pour ceux qui connaissent le sport sous ce terme-là. Le tennis-ballon, c'est tout simplement renvoyer un ballon avec les pieds, la tête ou la poitrine de l'autre côté d'un filet dans une zone définie. Voilà, ça, j'ai tout dit. Tout le monde a certainement joué dans sa vie au tennis-ballon ou presque. Et maintenant, aujourd'hui, on vous parle de FUTNET avec ses règles spécifiques, avec ses 3 touches de balle par équipe et cette interdiction de jongler pour un joueur. Et donc, c'est un rebond et ce filet un petit peu abaissé par rapport au volley. Sinon, on est vraiment dans les logiques du volleyball. J'ai Olivier Rambaud qui va me faire un petit coucou. Olivier Rambaud, c'est peut-être pas le capitaine d'Olonne, mais pour moi c'est vraiment celui qui cette année symbolise l'équipe des Sables d'Olonne. Il a une heure environ remporté la première demi-finale avec les Sables 3-7-2 contre Olympiaco, un match d'une densité, d'un niveau prodigieux. J'ai pu échanger durant la pause avec pas mal de spectateurs et c'est vraiment, les gens étaient impressionnés, éberlués par le niveau de cette première demi-finale qui allez, ça, encore une fois, ça n'engage que moi. Mais peut-être représenter pour certains la finale avant la lettre. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que Nantes et le Gift sont en dessous, hein. Bien au contraire, puisque Nantes est le quadruple champion en titre, puisque Nantes est le premier de la saison régulière, puisque Nantes abrite dans ses rangs 3 joueurs de l'équipe de France. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la finale avant la lettre? Peut-être parce que les Sables d'Olonne avaient très bien terminé la saison régulière sur 15 victoires en 16 matchs, et étaient vraiment dans une forme olympique, et que Olympiaco, eh bien, c'est un peu le club qui monte. Ils ont terminé 3e il y a 2 ans, 2e l'année dernière, et ils rêvaient, mais ça ne sera pas encore pour cette année, de détrôner un des 2 mastodontes. Allez, qui peut encore le faire? Il n'y a plus qu'une seule possibilité pour détrôner Nantes et Olonne. Le Gift qui va peut-être, en tout cas, sur ce set, poser d'énormes problèmes. Vous avez vu la vrille exceptionnelle de Dylan Rowe, une vrille, je pense que maintenant vous avez compris ce que c'est, vous allez revoir au ralenti, regardez, il fait une fin d'attaque fort et en fait il passe sous le ballon au lieu de passer par au-dessus et de frapper.
on passe sous le ballon et on fait un tout petit effet rétro par en dessous. On va faire rebondir le ballon à l'envers, on va le toucher à l'envers en le frottant et là le ballon va prendre un effet rétro qui va s'écraser derrière le filet et qui va permettre une zone très très courte. Petite précision, au Futnet, on joue avec des ballons de la marque Gala, une marque tchèque, puisque les Tchèques c'est un petit peu les patrons, sont un petit peu les patrons du Futnet mondial et c'est eux qui détiennent, on va dire, l'exclusivité de la distribution de ces ballons. Et ces ballons, ils ont la particularité d'être plus légers qu'un ballon de football et surtout de plus accrocher au sol, ce qui permet un plaisir et un confort de jeu incroyable. Et donc, pour tout ce qu'on appelle les vrilles ou les semelles, ou ce que vous venez de voir à l'instant, cette attaque un petit peu écrasée de numéro 10 de Nantes, Raphaël Noblet, de prendre plus d'effet. Vous voyez là, le retourné est un petit peu écrasé, c'est un retourné amorti. Au lieu de faire un retourné en tapant du coup du pied, il fait semblant, il se jette en l'air, il fait semblant de taper du coup du pied. Au dernier moment, il passe son pied sous le ballon et là, il va frotter le ballon avec sa semelle par en dessous et donc ça va permettre de frotter le ballon. Que se passe-t-il? Le ballon prend un effet rétro et le ballon sur un effet rétro avec un ballon de Futnet eh bien rebondit davantage, accroche davantage le sol, prend plus d'effets, ce qui permet ce confort de jeu et ces effets, on va dire, supérieurs. Voilà. Et on va ajouter également un paramètre supplémentaire, encore une fois que je vais m'adresser là plus particulièrement. Alors depuis tout à l'heure, je fais plutôt quelques petites règles pour les néophytes. Là, je vais m'adresser aux spécialistes. Le sol de ce gymnase est en parquet. Le sol de ce gymnase est plutôt utilisé par des volleyeurs. Vous le voyez notamment au fait que la couleur du gymnase du terrain est bleue, donc ça représente l'entièreté du terrain. Eh bien, ce sol est un petit peu plus mou qu'un terrain habituel en lino et donc du coup atténue légèrement le rebond, ce qui va permettre aux équipes qui font des vrilles ou des semelles d'avoir un peu de supplément de pertinence ou de percussion sur ce geste-là, ou plutôt en tout cas d'efficacité, alors que les attaques puissantes au contraire vont être légèrement freinées et donc on va peut-être avoir moins d'efficacité sur des attaques très puissantes. Évidemment, on parle d'une nuance, hein. Vous avez bien compris que les attaquants à ce niveau-là sont extrêmement puissants et que même si le parquet est un petit peu mou, eh bien ça ne veut pas dire que les attaquants ne vont pas transpercer régulièrement les défenses adverses. Allez, on revient donc 11-8 pour Nantes sur ce deuxième set. J'ai une réponse de Patrice Lecouvreur sur le chat. Patrice Lecouvreur, c'est le président créateur emblématique du club d'Issy-les-Moulineaux. Il me propose la réponse de 7 à mon petit quiz là, où je vous demandais quelle était la seule équipe depuis 2011 à avoir battu donc, une équipe de Nantes et Olonne en demi-finale et donc d'avoir accédé à une finale de play-off. Il me propose le club de 7. Eh bien non, Patrice, on n'est toujours pas sur la bonne réponse. Le club de 7 était l'ex-recordman du nombre de titres avec 5 titres. Eh bien, ils ont été détrônés en 2018 par le club d'Olonne qui a dépassé avec 6 titres. Et aujourd'hui, l'année dernière, en 2024, Nantes a égalisé 7 avec 5 titres. Mais on n'a toujours pas la bonne réponse. Patrice continue sur le chat, il me propose Villiers. Eh bien non, ce n'est pas Villiers-sur-Marne. Villiers-sur-Marne, je suis sur mes stats, ils ont terminé 3e en 2013, ils ont terminé 3e en 2014 et 4e en 2015. Ensuite, je n'ai plus trop de traces de cette équipe dans le play-off. Car après, pour ceux qui sont un petit peu historiques de la discipline, Jimmy Libert et les frères, les jumeaux Nerkam, qui étaient un petit peu l'ossature de base de ce club de très haut niveau, avec également Kevin Castelao, eh bien, ont arrêté le tennis ballon et Jimmy Libert ensuite lui est parti du côté des sables. Donc l'arrêt des trois de ces historiques avait un petit peu entraîné Villiers dans le ventre mou du championnat de D1. Donc la dernière apparition de Villiers en play-off, c'est en 2015. C'est justement cette année-là que je vous pose la question. Donc en 2015, Villiers a perdu contre Olonne en demi-finale, mais l'autre équipe a battu Nantes. Et donc on a assisté à une finale pour une fois qui n'était pas Nantes-Olonne. J'ai encore des propositions. Alors je n'ai pas le nom de la personne exactement, j'ai Live and Futnet qui me propose Corte TB. Eh bien non, ce n'est toujours pas Corte TB. Je vois que mon quiz fait suscite un petit peu d'enthousiasme, mais non, ce n'est toujours pas Corte. Corte, non, ils n'ont jamais été en play-off. Alors voilà, ils n'ont jamais été en play-off, Corte. Ils ont, alors peut-être avant 2011, j'ai les stats que depuis 2012. Venaco donc a remporté le titre en 2011. En 2011, oui, c'est ça. Et en 2011, nous avions également l'Euro français en Corte. Et voilà, sous vos yeux, on va revenir sur le direct. Nantes vient de remporter le deuxième set 15-8. Donc ça fait 2-7-0 pour Nantes. Vous avez dit que l'équipe de Nantes était, contrairement au match d'avant, où c'était vraiment une sorte d'équité entre les deux clubs, favorite.
Et bien là, l'équipe de Nantes vient de remporter le premier set. Alors j'ai oublié de noter le score. Si vous pouvez m'aider les amis internautes, je crois que c'était 15-10. Le deuxième set est remporté 15-8 par Nantes, qui n'a toujours pas changé sa composition d'équipe, sauf à la fin. Vous avez vu Benjamin Lemire, l'attaquant de Nantes, est rentré en jeu. Benjamin Lemire, c'est le numéro 28. Il est venu suppléer Raphaël Noblet, le numéro 10. Sans doute parce que le coach de Nantes, Julien Mercier, avait peut-être besoin de faire souffler Raphaël Noblet, et peut-être aussi parce qu'il sentait son équipe au-dessus et qu'il sentait que son équipe avait pris le dessus et qu'il avait envie de faire souffler Raphaël Noblet, qui est l'attaquant titulaire de Nantes et qu'il estimait que peut-être le set était maintenant bien parti pour être dans l'escarcelle de son équipe. J'ai également quelques autres propositions. Vincent Deloffre qui me propose Évreux. Évreux, donc je crois que ça appartient à la Normandie, c'est ça? Évreux, oui, alors qu'ils sont bien représentés aujourd'hui puisque les deux arbitres, Christophe Riotto et Julien Riotto, père et fils, sont du club d'Évreux, et que vous avez eh bien tout simplement alors moi-même qui suis le créateur du club, mais non, et malheureusement Évreux, on court après cette première qualification pour un play-off de D1. On n'y était pas encore. Cette année, on a terminé 5e ex-aequo. Eh bien, moi, je peux vous dire que jusqu'à comme dirait un certain Thierry Roland, jusqu'à ma mort le plus tard possible, je tenterai désespérément d'aller chercher pourquoi pas un play-off de D1. C'est vrai que c'est un peu la consécration suprême. D'ailleurs, Vincent, si tu nous lis, eh bien, sache que j'ai failli y arriver quand j'ai joué pendant 3 ans ici les Moulineaux de 2013-2016. On a failli accéder au play-off de D1 en 2016 et malheureusement on a échoué au goal average. Je crois on a terminé 5e à le même nombre de points que le 4e, et au goal average on avait échoué. Voilà. C'est pas ce qui est arrivé cette année, puisque cette année les 5e ex-aequo ce sont 7 et donc les Pirates, mais nous étions quand même assez loin des 4 premiers. Il n'y a pas vraiment de regret à avoir parce que cette année les 4 premiers sont les mêmes que l'an dernier. Comme je vous l'ai dit, le niveau de la D1 française est exceptionnel. Il y a vraiment une concurrence accrue. Le club de 7 avec son attaquant Romain Isoire qui est le titulaire de l'équipe de France de triple, avec les Pirates, et une équipe avec plusieurs jeunes qui ne cessent de monter, les frères Riotto avec et Corin-Lantin Landormi. On a les deux clubs corse d'Ajaccio et Casinca, on a Émerinville et l'éternel Vincent Voisino, on a Aubagne avec vraiment une génération montante mais malheureusement qui descend en D2. On avait Ipanema, un club corse très puissant. On a des clubs en D2 qui vont monter comme Créteil. On a vraiment 12, 13, 14 clubs français qui sont extrêmement puissants, mais c'est vrai que du coup on a des résultats complètement différents d'il y a quelques années. C'est vrai que nous, on a été habitués à voir les premiers qui battaient toutes les autres équipes du championnat, les deuxièmes, etc. Et là, désormais, depuis 2 ou 3 ans, vraiment, on a un 8e qui peut battre un 3e, on a un 11e qui peut battre un premier. C'est complètement différent. Et bien malin celui qui pourra nous donner des pronostics dans un match de FUTNET 2025, alors que jusqu'en 2020-2021, moi, comme n'importe qui d'autre, je pense qu'on pouvait pratiquement dire le résultat de chaque match de chaque saison à l'avance, hormis peut-être un Antolone, tellement il y avait des différences de niveau. Aujourd'hui, c'est vraiment impossible et on assiste à une saison exceptionnelle. On assiste à des playoffs également d'un niveau prodigieux. Et aujourd'hui, vous avez donc eu un match qui était peut-être Olympiaco contre les Sables en première demi-finale. Vraiment difficile à égaler en termes d'intensité, 3-7-2 pour les Sables, et on enchaîne avec une deuxième demi-finale à domicile pour Nantes, où Nantes a pris l'ascendant sur le Gift avec un trio titulaire, Maxence Vernier, Maxime Serin. Vous avez vu le numéro 4 et le numéro 8 en réception passe, ils sont très très habitués à jouer ensemble ces deux-là. Maxime Serin va souvent aller chercher la réception, Maxence Vernier va souvent aller chercher la passe. Le numéro 4, là vous voyez c'est le cas, réception poitrine Maxime Serin, passe de Maxence Vernier, et pour soulager un petit peu l'attaquant Benjamin Lemire en l'occurrence, qui a remplacé Raphaël Noblet, et bien Maxime Serin vient proposer une deuxième solution. Ça permet ainsi d'éviter d'avoir toutes les responsabilités sur le dos de l'attaquant, parce qu'en triple, contrairement au simple et au double, l'attaquant est quand même l'arme fatale. En simple, c'est du 1 contre 1, on a 2 touches de balle par équipe, par joueur. En double, c'est exactement comme le triple, on a 3 touches de balle, mais un joueur ne peut pas jongler. Il faut vraiment être un joueur assez complet pour être performant en double. Il faut savoir réceptionner, il faut savoir attaquer, il faut savoir passer, il faut savoir tout faire. En triple, c'est un petit peu différent, il y a des postes. Vous avez vu, on a des réceptionneurs-passeurs, avec peut-être quelqu'un qui est un peu plus spécialisé sur la passe, qui joue souvent à droite. Mais les réceptionneurs-passeurs doivent très bien faire les deux gestes. Et on a un attaquant qui, la plupart du temps droitier, se place à gauche pour être plutôt positionné sur son pied droit. Et bien cet attaquant, en général, c'est quand même n'en déplaise aux réceptionneurs-passeurs dont je fais partie, c'est quand même l'attaquant, le joueur le plus important dans une équipe de triple. Je pense que personne qui connaît un peu le FUTNET ne me contredira. L'attaquant en triple, c'est lui qui fait la diff, c'est lui qui maximise, c'est lui qui bonifie le travail de ses réceptionneurs-passeurs, c'est lui qui va marquer les points, c'est lui qui va créer la différence, c'est lui qui va surprendre, c'est lui qui va mettre de la puissance, c'est lui qui va donner des effets, c'est lui qui va être celui qui va
faire vraiment les choses les plus impactantes, même si bien sûr la réception passe est cruciale. Et bien à ce niveau-là, il faut vraiment avoir un attaquant qui fait la diff. Et là en l'occurrence, vous avez quasiment tous les meilleurs attaquants français réunis. Et ce qui est étonnant, c'est que vous avez le meilleur attaquant français de cette saison, c'est Romain Isoire. Il joue à 7, il n'est pas là. Clairement, pareil, je ne vais pas faire injure aux autres. Mais Romain Isoire, il s'est imposé depuis un an, malgré son très jeune âge de 24 ans, comme le meilleur attaquant. D'ailleurs, il a pris la place de titulaire indiscutable au dernier mondial en 2024. Il est devenu l'attaquant titulaire du triple français. La discipline un peu phare, le triple. Eh bien, lui, il a terminé 5e ex-aequo du championnat. Il était quand même un peu loin, hein, les 4 premiers, Nantes, Olonne, Olympiakos et Gift. Ici, les Moulineaux avec 47, 42, 42 et 38 points. Les deux suivants, 7 et Évreux, avec 32 points. Donc, on va dire qu'avec 6 points d'écart entre le 4e et le 5e, c'était quand même une différence assez importante et on ne peut pas dire que 7 et les Pirates auraient pu concurrencer les 4 premiers. Mais il n'empêche, aujourd'hui, vous avez le meilleur attaquant français qui n'est pas là, mais derrière, vous avez tout ce que vous pouvez voir de mieux en termes d'attaquants. Vous avez Maël Delanous et Jérémy Caramel, voire Dylan Rowe côté ici les Moulineaux. Vous avez Raphaël Noblet côté Nantes. Vous avez Benjamin Lemire, c'est peut-être un petit peu en dessous en termes de niveau, même si c'est un très très bon jeune. C'est d'ailleurs le plus jeune joueur aujourd'hui, Benjamin Lemire. Et oui, c'est étonnant, il a 26 ans et c'est le plus jeune joueur du play-off. Alors là, effectivement, et voilà, il réussit une superbe vrille, Benjamin Lemire. Il a pris quelques responsabilités, quelques galons. Normalement, c'est l'attaquant de l'équipe 2 de Nantes qui joue en D2. Et bien là, aujourd'hui, avec la blessure de son attaquant habituel, Julien Mercier, eh bien, il est devenu numéro 2. Normalement, Julien Mercier était évidemment l'incontournable attaquant depuis une douzaine ou une quinzaine d'années. Raphaël Noblet passé numéro 1 depuis un an ou deux que Julien Mercier a commencé à subir quelques petites blessures. Et depuis cette année, Julien Mercier est encore placé un petit peu en retrait dans la hiérarchie. Alors évidemment, quand il rentre sur le terrain, il fait la différence, Julien, mais il est tellement embêté par ses soucis, il est tellement pris par son rôle d'entraîneur-joueur, eh bien, qu'il a laissé aujourd'hui la place à Benjamin Lemire comme attaquant numéro 2 depuis 2 ou 3 mois. Benjamin Lemire a donc déserté son équipe 2 de Nantes et il est aujourd'hui remplaçant de l'équipe 1 en D1. C'était quelque chose d'assez nouveau pour lui. Et bien aujourd'hui, vous voyez, Benjamin Lemire, il est rentré avec succès dans le deuxième set. Il a fait remporter le deuxième set à son équipe de Nantes en relais de Raphaël Noblet. Et là, il est même titulaire pour démarrer le troisième set. C'est dire la confiance que lui accorde son coach Julien Mercier, qui le laisse sur le terrain pour débuter le set. Alors évidemment, il y a 2-7 à 0. Hein. Évidemment que 2-7 à 0, vous êtes dans un confort. 2-7 à 0 avec une base arrière comme Maxime Souran qui touche la balle à l'instant de la poitrine. Et l'attaque de passeur Maxence Vernier qui attaque directement pour surprendre l'adversaire. Ça n'a pas fonctionné, mais il n'y a pas faute. Et voilà, faute en revanche de l'attaquant adverse, Maël Delanous, qui met le ballon dans le filet. 6 à 5 pour Nantes. Avec une telle base arrière, je vous disais, entre Maxime Souran, le numéro 8 dans l'axe, et Maxence Vernier, le passeur à droite, eh bien, c'est vraiment un régal d'être attaquant. Vous pouvez le demander à tous ceux qui sont passés en équipe de France ou à Nantes avec ces deux-là derrière. La balle revient systématiquement dans ce qu'on appelle le rond. Le rond central, vous le voyez là, il est matérialisé par le petit rond rouge que vous voyez autour du filet. Vous voyez le rond rouge dans lequel se trouve Maël Delanous, l'attaquant de Nantes en noir et rouge, l'attaquant d'ici les Moulineaux. Eh bien, c'est en quelque sorte l'endroit, alors ça ne représente rien en termes de règles du jeu, mais en quelque sorte, c'est l'endroit préférentiel dans lequel le passeur va tenter d'envoyer la balle pour que l'attaquant se trouve en position idéale près du filet pour pouvoir avoir l'attaque la plus percutante possible. Là vous voyez, Maël Delanous attaque derrière le rond. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la passe n'est pas géniale, ça signifie que la passe n'est pas idéale, la passe de Jérémy Caramel. Pourquoi? Eh bien il met son attaquant à 3 ou 4 mètres du filet, et quand on est à 3 ou 4 mètres du filet, eh bien on a moins d'angle. On a donc moins la possibilité de taper fort, on a moins d'angle, moins de variété, moins de possibilités de surprendre l'adversaire. Et là, en l'occurrence, Maël Delanous n'avait pas beaucoup d'autre chose que de tirer dans l'axe. Il a tiré fort dans l'axe, il a mis la balle dans le filet avec une passe de très loin. Là, c'est reparti. Il attaque fort dans l'axe avec une superbe défense de Maxime Souran. Maxence Vernier à la passe, l'attaque de Benjamin Lemire, poitrine du réceptionneur Caramel, Jérémy Caramel, qui d'habitude a la passe mais qui réceptionne aussi très bien la passe donc de Dylan Rowe. On est au compte, vous avez vu là, vous avez vu, et voilà. Réception ratée de Jérémy Caramel, peut-être un petit peu émoussé par son voyage nocturne. Je crois qu'il n'a pas dormi de la nuit, Jérémy Caramel. Comme je vous ai dit, c'est un peu le génie du tennis ballon français. Il n'a pas joué le premier set, il était rentré en cours de deuxième set. Et là, Jérémy Caramel va changer de poste. Voilà, c'est Maël Delanous, l'attaquant de ici les Moulineaux, qui va sortir. Ou alors je vous dis peut-être une bêtise, il était déjà sorti Maël Delanous. Et c'est donc Dylan Rowe. Non, Maël Delanous reste sur l'intérieur. Voilà, c'est Dylan Rowe qui va sortir. Voilà. Dylan Rowe, c'est le numéro 10, numéro 9 de ici les Moulineaux. Il sort, il laisse sa place à Jérémy Caramel pour un changement tactique complet. Dylan Rowe, lui, d'habitude, il joue dans l'axe en réception, mais avec une capacité à venir proposer une deuxième attaque. Et donc là, on va tout changer. On va mettre l'attaquant
titulaire Maël Delanous va rester en position d'attaquant. En revanche, Jérémy Caramel, qui était historiquement l'attaquant de cette équipe et qui est plutôt la deuxième lame, qui depuis un mois ou deux joue en troisième rideau, c'est-à-dire qu'il est passeur, donc il n'attaque plus. Et bien là, vous l'avez vu, il est passé dans l'axe avec ses chaussures blanches. Jérémy Caramel en rouge et noir avec ses chaussures blanches. Il est passé dans l'axe. Pourquoi? Pour pouvoir venir plus souvent attaquer et proposer une deuxième solution d'attaque, puisque désormais il ne sera plus à droite, donc il sera plus souvent en position d'avoir la balle sur son pied droit. Et à droite, on a fait à nouveau rentrer Yann Viguet, qui est lui plutôt un réceptionneur de métier avec un niveau de passe un petit peu moins élevé. Mais là, il a bien progressé ces derniers temps et Yann Viguet va être donc en position de passeur. Et on tente vraiment ces dernières cartouches du côté d'Issy-les-Moulineaux. La preuve avec de nouveaux changements du côté de Nantes. Voilà, et c'est encore un point gagnant. Alors je vais vous expliquer là. C'est Karl Marchand qui vient de rentrer. Karl Marchand, c'est le doyen de ce play-off. Il a 47 ans côté nantais. C'est le gaucher que vous voyez toucher la balle actuellement avec ses protections au coude et au poignet car il fait des retournées. Ce gaucher, Karl Marchand, il travaille à la Ligue de Loire-Atlantique de football. Il est également un très très bon joueur de footnet depuis une dizaine d'années. Et Karl Marchand, il vient de réussir un geste, on va dire, avec tout le respect que j'ai pour lui, car c'est vraiment un joueur que j'adore. Karl, il a réussi un geste un petit peu avec chance. Il a défendu son ballon sur cette attaque. Il a défendu, il a touché le ballon pour défendre. Il l'a envoyé de l'autre côté directement. Le ballon a touché le sol et est revenu dans le camp de Nantes. Donc ça veut dire que si personne n'a touché le point était gagné par Nantes. Alors là, je n'ai pas très bien compris exactement ce qui s'est passé. Et je pense que le ballon a finalement été quand même touché par le bout du pied d'Issy-les-Moulineaux, ou alors il a peut-être eu un filet, car on n'a pas le droit de toucher le filet au fut-net. Donc en tout cas, finalement, le point est quand même gagné par Issy-les-Moulineaux. Et on est à 9-6 désormais avec Jérémy Caramel. Donc il a changé de poste, vous avez compris, il est en réception pour pouvoir plus souvent attaquer. Et du côté nantais, on a peut-être senti que ça commence à sentir très bon. La preuve avec ce point de Benjamin Lemire sur une passe de Karl Marchand. Karl Marchand et Benjamin Lemire, c'est plutôt deux joueurs du trio remplaçant. Deux remplaçants qui font la diff sur le terrain. On a seulement Maxime Serin désormais qui est resté du trio titulaire. Karl Marchand, il vient de rentrer, c'est le numéro 12, il est rentré, c'est le gaucher légèrement grisonnant que vous voyez le plus près de vous sur votre gauche avec le maillot bleu. Karl Marchand, c'est le doyen de ce play-off, il a 47 ans et il est plutôt habitué à être dans les rôles de remplaçant. Mais là, peut-être que l'équipe de Nantes sent tellement le vent tourner qu'elle fait pas mal de changements. Alors évidemment, Karl Marchand est un joueur vraiment de très très haut niveau. Il est capable de rentrer dans n'importe quel match et la preuve, c'est qu'on est en play-off. Et s'il est sélectionné dans une équipe de play-off première de la saison régulière, quadruple championne de France en titre, Karl a dû gagner, je crois, 3 titres. Ne vous inquiétez pas pour lui, même s'il est très légèrement moins fort que les trios titulaires. C'est un joueur d'un niveau incomparable, il sait tout faire, il sait faire des réceptions. Il est très bon en passe et il a la capacité en tant que gaucher de venir proposer des attaques en retournée et des vrilles. Il sait tout faire également, Karl Marchand. Et là, il vient de faire une passe décisive pour Benjamin Lemire, l'attaquant habituel de l'équipe 2. Et là, effectivement, l'équipe de Nantes est en telle maîtrise qu'ils ont deux plutôt remplaçants habituels sur le terrain. Ça ne les empêche pas de continuer à dominer l'équipe de Gift Issy-les-Moulineaux qui là va être vraiment dans cette toute dernière cartouche. Là, il y a 10-5, je regarde, 10-6. Voilà, 10-6 pour l'équipe de Nantes sur ce troisième set. Nantes mène 2-7-0, 10-6 au troisième. Il faut atteindre 15 points. Il faut atteindre 15 points pour remporter un set. Et il faut gagner 3 sets pour gagner un match. Vous avez tout compris. Nantes est à 5 points d'un sacre, Nantes est à 5 points d'une qualification pour la finale, est à 5 points d'une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une 8e finale de suite, est à 5 points de tenter d'aller remporter un 5e titre de suite et un 6e dans son histoire pour égaler l'équipe des Sables Vendée, l'ancien tennis ballon olonnais. Les deux équipes sont les deux meilleures du tennis ballon français depuis 12 ans, tenez-vous bien, depuis même 13 ans, et c'est un combat entre les deux. L'équipe de Olonne en a gagné 6, l'équipe de Nantes en a gagné 5. L'équipe de Nantes, je leur ai encore parlé de cette histoire avant le match, hier, avant-hier et aujourd'hui. Ils ne rêvent que d'une chose et ils me l'ont encore confirmé aujourd'hui. Ils veulent absolument égaler le tennis ballon olonnais. Ils sont habités, ils sont portés par cette envie d'un s'inscrire dans l'histoire. Comme l'a fait le club de Sète dans le début des années 2000, comme l'a fait Olonne au début des années 2010. Ils sont habités par cette envie d'aller chercher le 6e titre pour égaler Olonne. Et Olonne, eux, ils n'ont pas été champions depuis 7 ans et ils ne rêvent que d'une chose, de marquer l'histoire en allant chercher un 7e titre et surtout d'empêcher Nantes de les égaler. Peut-être encore plus que d'aller chercher un 7e titre, c'est l'envie d'empêcher leur rival nantais de les égaler et aussi évidemment
de remporter un titre pour la première fois, tenez-vous bien, depuis 7 ans. Car les Sables Vendée avaient tout gagné entre 2012 et 2018, mais ils n'ont plus gagné depuis 7 ans. Une éternité pour eux, qui n'ont même pas joué la finale du play-off l'an dernier. Ils avaient été éliminés en demi par Nantes, et ils avaient ensuite perdu la finale 3-4 contre Issy-les-Moulineaux. On revient au direct. Le Gift, Issy-les-Moulineaux est revenu à 10-8. Ils ont encore fait un changement tactique. Issy-les-Moulineaux, ils ont décalé et inversé Jérémy Caramel et Maël Delanous. Maël Delanous, ils n'ont pas changé le trio. En revanche, Maël Delanous, l'attaquant, est passé en réception. C'est-à-dire que là, ça ne l'empêche pas d'attaquer. Vous avez vu, il attaque depuis sa position axiale. Et c'est Jérémy Caramel qui est tellement fort, hein, je vous l'avoue. Et dans ce set et dans ce match, il a joué à la passe, il a joué à la réception et maintenant il est en attaque. Je vais encore une fois peut-être m'enflammer pour ce joueur, mais personne en France ne peut jouer en play-off dans les 3 postes différents d'un même triple. C'est absolument prodigieux d'être capable de jouer à ce niveau aux 3 postes différents. Allez, je vais peut-être apporter un tout petit peu de crédit à l'homme que vous voyez en face de vous, l'arbitre. Julien Riotto, c'est mon équipier en club au Pirates d'Évreux. Je crois que Julien, si tu m'entends ou si tu écoutes le replay, toi aussi tu es capable de jouer aux 3 postes, tu es capable d'être à la passe, à la réception, à l'attaque. Mais à part vous deux, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui est capable d'exceller à ce niveau-là. Et là, le Gift vient de revenir à 10-9. Changement tactique payant peut-être, avec Jérémy qui, au lieu de défendre dans l'axe, eh bien, va être à gauche, donc avec davantage d'attaque de sa part. Jérémy, par rapport à Maël Delanous, il est moins puissant, mais par contre, il va apporter plus de variété, moins d'erreurs, et il va aller chercher des retournés, croisés et décroisés, des vrilles, des semelles. Il a plus de variété, il a plus de variété de panoplie dans sa gamme, mais il est évidemment moins puissant, donc la défense adverse va être plus haute dans le terrain. Donc, qui dit défense adverse plus haute, dit plus grande difficulté pour aller tenter de chercher des vrilles ou des semelles, puisque le défenseur adverse, en étant plus haut, aura moins de distance à parcourir pour aller défendre un petit ballon amorti, comme celui que vous voyez actuellement sur le ralenti. Il est l'œuvre de Benjamin Lemire, l'attaquant de Nantes, qui là va être au contre. Vous l'avez vu, Benjamin Lemire faire une vrille, et là vous le voyez faire un contre sur Maël Delanous, l'attaquant du Gift Issy-les-Moulineaux, l'ancien attaquant de Nantes, qui rêve d'une chose, lui, on n'en est pas encore totalement éloigné, il rêve de gagner un titre avec un deuxième club différent, puisque lui il a été champion de France avec Nantes en 2018 et en 2017, en 2019 et en 2022. Mais il ne l'a jamais été avec un autre club. Il pourrait être la 3e personne en France à remporter le titre avec 2 clubs différents. Pour le moment, on en est loin puisque le Gift, vous l'avez compris, est mené 2-7-0. Mais il est en train de revenir, le Gift, ici les Moulineaux, dans ce 3e set. Il était mené 10-6. Il était revenu à 10-9. Mais là, le ballon touche un élément du gymnase avec ces espèces de colonnes blanches que vous voyez en haut de la caméra. Vous voyez, le plafond est très haut, mais il y a ces espèces de petits morceaux de mur qui soutiennent l'architecture, et ces morceaux de mur pour le joueur de Futnet, eh bien il est très embêtant ce morceau de mur, car il est malheureusement beaucoup plus bas que le plafond et il est facilement atteignable sur une réception un petit peu mal assurée. Il est quasiment atteignable par le ballon. Attention, et c'est un point encore une fois pour Nantes avec ce ballon qui n'a pas été suffisamment bien défendu par Jérémy Caramel. Il a été obligé d'envoyer le ballon de l'autre côté du filet, mais hors des limites. Et depuis 4 ans, un joueur n'a plus le droit de passer même à l'extérieur du terrain de l'autre côté du filet pour rabattre le ballon extérieur mire. Avant c'était possible, avant 2020, les règles ont changé. Donc, comme au volleyball, on n'a plus le droit du tout de passer de l'autre côté de la ligne de milieu de terrain, même extérieur mire. Donc désormais ce règlement n'est plus possible. C'est ce qui s'est passé là. Yann Viguet a touché le ballon de l'autre côté. Point perdu. Ça fait 12-9 pour Nantes. Il n'est plus qu'à 3 points de la qualification pour la finale. Et c'est une attaque de Maël Delanous qui est venu réduire le score à 12-10. Voilà, 12-10 pour Nantes qui reste à 3 points du match. Le Gift est en train de jouer ses dernières cartouches. Le Gift était 4e de la saison régulière. Le Gift est évidemment peut-être l'équipe avec le moins d'armes sur ce play-off. Mais le Gift a une envie colossale d'aller chercher sa première finale depuis quasiment 20 ans. Je crois que le Gift avait été en finale il y a une vingtaine d'années, au tout début des années 2000, à une autre époque, où jouait seulement un seul joueur présent aujourd'hui, Kevin Castellao, qui joue actuellement au Sable d'Olonne et qui était à l'époque à Villers-sur-Marne. Allez, Nantes qui va tenter d'attaquer avec Benjamin Lemire qui tente une vrille. C'était peut-être pas le bon choix puisque vous avez vu la défense adverse était assez haute dans le terrain, donc on ne peut pas surprendre une équipe comme ça. Voilà, retourné de Jérémy Caramel, bloc in de Benjamin Lemire. Le ballon revient en jeu, l'attaque de Caramel défendue par Karl Marchand, passe de Maxime sera un petit peu trop court, donc raté, donc Benjamin Lemire assure, il n'attaque pas. Réception de Caramel. Passe de Yann Viguet, Maël Delanous tourne et tente lui d'attaquer pour varier un peu, pour que ce ne soit pas toujours Caramel qui attaque. Benjamin Lemire réattaque encore fort, réception poitrine de Caramel. Passe de Maël Delanous, Caramel revient en position attaque, il va tenter une
retourne amorti qui était touché par Benjamin Lemire. C'est encore défendu, on est sur un des plus longs échanges de cette rencontre. Caramello retourné. La balle est dans l'axe, elle est sauvée par Maxime Serin. C'est un exploit technique d'aller chercher cette défense-là. Alors qu'il était parti pour défendre à droite, il est venu chercher la défense à gauche. On tourne encore l'attaquant, mais de la Nousse. C'est un contre, c'est défendu, c'est perdu. C'est perdu, c'est perdu. C'est perdu ce point sur un rallye. C'est peut-être le rallye le plus long de la journée avec cette attaque de Mel Delanous dans le filet. Ce n'est pas un contre. Voilà, c'est pour ça que les joueurs se sont arrêtés. Ce n'est pas un contre. L'attaque de Mel Delanous n'a pas été touchée par le pied de Benjamin Lemire. Les deux arbitres sont en train d'en parler. Les deux arbitres, Christophe Riotto et son fils Julien Riotto, sont en train d'en parler. Est-ce que c'est le contre de Benjamin Lemire qui a touché le ballon ou est-ce que c'est le filet? Si c'est le contre, le point continue. Si c'est le filet, le point est perdu et le point est dans l'escarcelle de Nantes. Eh bien, personne, les deux arbitres ne sont pas certains de leur décision et Christophe Riotto, qui est l'arbitre numéro 1, a pris la décision. Le point est à remettre. Voilà, c'est, je crois, la première fois de la journée que le point est à remettre. Les deux arbitres ne se sentent pas en capacité d'être certains de leur décision. Eh bien, dans ces cas-là, le point est à remettre. Et donc il y a une discussion entre Jérémy Caramel à droite, l'entraîneur-joueur de Issy-les-Moulineaux, entre Julien Mercier, l'entraîneur désormais de Nantes. Ce sont deux très bons amis, c'est vraiment deux très bons amis qui ont été au mondial ensemble de très nombreuses fois en sélection. Ce sont deux des meilleurs amis du footnet français. Mais là aujourd'hui c'est l'opposition. Ce n'est pas une opposition de style, c'est l'opposition entre deux copains mais qui là oublient leur amitié le temps d'un match. Et là on est vraiment tout près de la fin de ce match. Je retourne un petit peu sur le fil rouge, le gift, alors attendez. Suresnes, non, la réponse. Oui, Victor Noblet, voilà. Alors je reviens un petit peu en arrière, ça fait un quart d'heure que je n'avais pas regardé le chat. Je reviens très vite avant la fin du match, en espérant que ce soit peut-être pas la fin. Victor Noblet, donc un joueur actuellement de Nantes qui a été une des légendes de l'équipe nantaise lors des tout premiers titres et des finales contre Olonne, me dit la bonne réponse est Mérinville. Effectivement, il a raison. Voilà, le chat, Victor Noblet a raison. Le quiz est terminé. 2014-2015, Olonne bat Mérinville 3-0 en finale. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Suresnes, pas très loin. Le GIF, non, et Mérinville. Et dans la vie civile, ils sont footballeurs ou tennisman. Voilà, j'ai Don Quichotte qui me demande dans la vie, est-ce que les joueurs de tennis ballon sont footballeurs ou tennisman? Eh bien, ils ne sont ni l'un ni l'autre, cher ami Don Quichotte. Ils sont futnetteurs et ils jouent plutôt à une discipline qu'on va rapprocher vraiment du volleyball. Ils ont évidemment quelques gestes du football, notamment les réceptions, mais pour le reste, c'est vraiment des gestes très spécifiques. J'ai failli prendre le ballon en pleine tête sur cette 13-11 pour Nantes. Le ballon m'a frôlé, je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra, non, je n'étais pas en direct à ce moment-là. Le ballon est arrivé à raser mon casque. 13-11 pour Nantes, on est à 2 points. Et là, non, alors je pense qu'on va revenir en arrière et qu'il y a eu filet de l'attaquant de Nantes, Benjamin Lemire. Il avait marqué le point et donc il y a eu filet, à moins que c'était un ralenti. Non, c'était un ralenti, voilà, je reviens en arrière. C'était un ralenti, donc c'était un point en arrière. Raphaël Noblet vient de marquer le point, 13-11. 13-11 pour Nantes, on est à 2 points du match. Là, on a remis le trio titulaire, vous avez vu, Nantes, pas de fioriture de la part de l'entraîneur Julien Mercier. Il s'est dit, le score est en train de se resserrer, je remets mon trio titulaire. Les copains des remplaçants ont fait le taf, les copains ont épuisé l'adversaire, mes titulaires se sont reposés. Et bien là, je remets mon trio titulaire et là, Raphaël Noblet a remis le bleu de chauffe, il est reparti sur le terrain, l'attaquant titulaire, et il vient de mettre par contre le ballon dehors, 13-12. Je reviens un petit peu sur le chat, dans la vie civile, donc ils sont footballeurs tennismen, se rapproche plus du volley, je reviendrai après là-dessus, on aura un peu plus de temps pendant la finale 3-4e place. Est-ce qu'il y a des cartons au futnet? Oui, il y a quelques cartons, mais ça n'est jamais arrivé, Stéphane Pommery, ça n'est jamais arrivé. Alors j'ai Patrice Le Cover qui me dit qu'il a vu un joueur prendre un rouge. Je crois n'avoir, moi de ma vie, jamais vu un joueur prendre un carton et c'est une vrille gagnante. Vrille gagnante de Maxime Serin, le réceptionneur. Ce n'est pas son poste d'attaquer, évidemment, tout le monde sait tout faire. Mais Maxime Serin, ce n'est pas du tout son rôle d'attaquer. Il est venu proposer une deuxième attaque. C'est une vrille et ça fait mouche. 14-12, c'est une balle de match. Première balle de match pour Nantes pour tenter de rejoindre le rival olonnais en finale. 14-12 devant son public. Faute de service. 14-13, il y a toujours balle de match. Mel Delanous qui brandit le point au filet. Ils reviennent à 13-14 de mais c'est vraiment une situation très stressante. Une session très stressante pour Jérémy Caramel au service, vous imaginez. S'il fait faute de service, le match est terminé et c'est la victoire pour Nantes. Il a l'habitude quand même, Jérémy Caramel, il a été champion du monde en 2022, imaginez-vous, avec l'équipe de France en double. Il a battu les Tchèques, il a battu les Slovaques et là il défend. Jérémy Caramel, un tacle incroyable, elle est dedans. Ça va être une attaque, encore une fois, tentative d'attaque gagnante pour Nantes avec Raphaël Noblet. Réception de Yann Viguet, passe de Jérémy Caramel. Mel Delanous a un suspense, insoutenable. Oh là là, c'est incroyable. C'est redéfendu. Vous avez vu, ça a fait Delanous, Noblet Delanous, donc il a remis la balle sans avoir touché le ballon 2 fois de suite puisque la balle a été passée de l'autre côté. Attaque de Mel Delanous, c'est un point, c'est irrespirable. La passe de Maxence Vernier est un peu contre. Raphaël Noblet va être obligé de renvoyer une balle tranquille.
passe de Yann Viguet après cette réception haute de Caramel. Attaque de Maël Delanous, vous avez vu le sol est quand même mou parce que normalement Maël Delanous attaque beaucoup plus fort que ça. Défense de Caramel, ça risque d'être la fin. Ça risque d'être la fin. Il tape, c'est fini. C'est fini. C'est fini la réception du pied raté de Jérémy Caramel. Maël Delanous a voulu tout donner pour aller tacler. C'est fini. C'est fini. Nantes rejoint Olonne en finale. Nantes rejoint Olonne en finale. Voilà, ce n'est pas encore cette année, les amis, qu'on aura une surprise ou un changement de champion. Alors je vous avoue que la finale va être exceptionnelle, je suis bien incapable de vous dire qui va gagner. En attendant, on a eu une deuxième demi-finale exceptionnelle également, peut-être très légèrement moins suspense que la première où il y a eu 3-7-2 pour les Salles contre Olympiakos. Mais cette fois ça y est, le Nantes va être à domicile en finale dans son Nantes. Ça va être sa cinquième, ça va être, non, qu'est-ce que je dis, ça va être sa 8e finale de suite. Ça va être sa 8e finale de suite et ça va être une tentative pour égaler, voilà. Nantes l'a emporté en faisant appel à ses rotations. Karl Marchand et Benjamin Lemire ont su bien relayer son trio titulaire. Le trio titulaire est revenu en fin de 3e set pour faire la différence. Et en face, le Gift était peut-être un tout petit peu moins fort. Le Gift a failli revenir, le Gift a été présent dans tous les sets. Le Gift a surtout été très bien dans ce 3e set en revenant à 15-13, profitant des rotations en face. Mais le Gift était peut-être un tout petit peu court. Jérémy Caramel, vous l'avez compris, il était en voyage, il a assisté à un mariage. Il était encore à un mariage à 4 h du matin en Suisse, à Zurich. Il est arrivé avec des avions, il est passé par Amsterdam, il est passé par des trains. Il est arrivé à 13 h dans le gymnase pour un coup d'envoi à 13 h 15. Il n'a pas joué le premier set. Et du coup, peut-être que son équipe était un petit peu diminuée, mais c'est déjà une très belle victoire pour le Gift d'avoir su être présent à ce play-off, d'avoir rivalisé avec Nantes. Voilà, le match était un petit peu moins serré que le précédent. L'équipe de Nantes a donc toutes les cartes en main pour tenter de remporter son 6e titre. Ce sera à 17 h. Ce sera à 17 h. Vous avez vu, il est actuellement 14 h 23. Je pense qu'on va se laisser une petite demi-heure avant d'avoir la finale 3e place qui sera entre Issy-les-Moulineaux et l'équipe d'Olympiakos. Et on va passer aux interviews. On a Maxime Sorin, le réceptionneur de Nantes, qui va être en interview avec Arnaud Lenné. Voilà, je vais leur laisser la parole. Maxime Sorin, c'est le vainqueur de cette 2e demi-finale. Ouf, eh bien Maxime, la voilà la nouvelle finale. Qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Un sentiment déjà de confirmation parce qu'on était vachement attendus. On avait fait une saison un petit peu compliquée. Première partie de saison, on était un petit peu dans le dur. Et la fin, pareil, avec pas mal de blessures. Donc là, on revient à 100%. Volonté de bien faire, forcément. Et non, là, c'est super. On a fait un set bien mené. Sur tous les aspects techniques, on était présents. Non, franchement, c'est une vraie belle victoire aujourd'hui. Effectivement, sur le côté, il y a une espèce de sérénité qui pouvait se dégager du terrain. Toi, à titre personnel, tu n'es pas sorti. Je t'ai trouvé assez énorme sur le match. J'ai trouvé aussi la rentrée de Benjamin Lemire très intéressante. Voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est la force du NLTB, c'est qu'on a chacun des capacités techniques quand même assez importantes. Hein. C'est pour ça qu'on est quand même premier de la saison régulière sur pas mal d'années maintenant. Et puis maintenant, on arrive aussi à se renouveler. On a Benjamin Lemire qui vient d'arriver en D1 cette année et qui montre qu'aujourd'hui, il a totalement sa place en tant qu'attaquant secondaire de Raphaël. Donc non, on peut compter sur tout le monde et on a une profondeur de banc. Alors certes, je suis pas sorti parce que c'est le coach qui en a décidé ainsi, mais par exemple, je pense à Jérémy qui aurait très bien pu rentrer et faire une très belle prestation aussi. Donc non, on a quand même une équipe avec une profondeur de banc qui est quand même assez importante et c'est ça aussi notre force. Oui, Nantes, en gros, plus qu'un club avec ces 6 joueurs qui sont capables de rentrer sur le terrain. Du coup, un coup de chapeau quand même aussi à cette équipe d'Issy-les-Moulineaux, le Gift. Ouais, tout à fait, ils ont très bien joué. De toute façon, on les attendait à ce niveau-là. Hein. De toute façon, on savait que ça n'allait pas être une demi-finale facile. Ils ont été très propres, très peu de déchets. Hein. Même si des fois, le Gift, on peut penser avoir un petit peu de déchets parce qu'ils ont Maël qui est un grand attaquant avec des gestes un petit peu spectaculaires. Mais non, ils ont été très très propres. On a dû jouer vraiment sérieux, à pleine capacité et c'était vraiment une belle bataille. Écoute, on te remercie Maxime et puis à tout à l'heure et bonne finale à toi. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, vous avez vu les propos de Maxime Sorin, le réceptionneur de Nantes, qui, comme il l'expliquait, n'est pas sorti du tout du match. Maxime Sorin, il a vraiment été un des piliers de l'équipe. Et comme il l'expliquait, c'est vraiment cette profondeur de banc
c'est vraiment cette profondeur de banc qui fait la différence peut-être aujourd'hui dans cette deuxième demi-finale, puisqu'effectivement, même si Jérémy Colorado, le 6e joueur, n'est pas rentré, ils ont vraiment joué à 6 les joueurs de Nantes. Ils ont Karl Marchand et l'attaquant Benjamin Lemire qui sont venus faire la différence, qui ont soulagé leur titulaire pour vraiment proposer une deuxième solution. Allez, on passe avec Julien Mercier à l'interview. Julien Mercier, c'est l'entraîneur de Nantes. Eh bien, nous voilà avec Julien. Alors Julien, content ? Ah oui, content parce que le match est plein et puis que surtout on accède à la finale. Pour l'instant, les voyants sont au vert. Ce qui m'intéresse, c'est la suite, le prochain match. Donc alors ce prochain match, c'est un peu, on va dire, le classico du footnet. Tu en as joué énormément. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette finale qui va venir là, qui sera du coup vers les coups de 17h? Avant tout que ça sera un joli match. Globalement, ces affrontements, les Sables Nantes sont traditionnellement des gros matchs parce qu'il y a deux grosses équipes, il y a une rivalité qui est saine, mais rivalité quand même. Donc avant tout, ce sera un joli match. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que j'espère qu'on en sortira vainqueur. On verra ce qu'il en est. En tout cas, j'ai un groupe étoffé, j'ai un groupe qui est prêt et on sera là sur le terrain pour aller chercher la gagne. Effectivement, c'est ce qu'on a pu voir là sur cette rencontre avec une équipe on va dire complète, avec une bonne rentrée de Benjamin Lemire, la rentrée également de Karl Marchand. On vous a jamais réellement senti en danger par rapport à cette équipe du Gift qui quand même a été assez costaud, quoi. Ouais, on savait que c'était une bonne équipe, on savait qu'il y avait un bon attaquant, on savait qu'il y avait des rotations chez eux, on savait qu'ils ne nous donneraient pas le match et ils ne nous l'ont pas donné. Le premier set est serré, le dernier set est serré, alors ça tourne en notre faveur parce que voilà, peut-être on est à la maison, on connaissait mieux la scène, on a aussi pas mal d'expérience et on a aussi un groupe qui est géré par moi, donc on a quelque chose de cohérent qui se met en place avec des joueurs efficaces. On n'a pas tremblé, mais on n'a pas tremblé parce qu'on a été meilleur et qu'on a su rester devant au score, et ça c'est les individualités mais également le collectif qui a mis en place ça. Écoute Julien, on va te remercier, sans faire un mauvais jeu de mots. Donc c'est Julien Mercier, attaquant émérite de l'équipe de France pendant de nombreuses années. Il nous a fait vibrer à de très très nombreuses reprises. À tout à l'heure Julien, merci. Allez, on va revenir sur le plateau encore quelques minutes. Donc vous avez entendu Julien Mercier, c'est l'entraîneur joueur normalement de l'équipe de Nantes. Aujourd'hui, il ne s'est pas sélectionné. Il avait 7 joueurs, il ne s'est pas sélectionné pour le premier match, cette demi-finale. Et actuellement, je suis rejoint par Jimmy Libert, donc, qui est une légende du footnet français. C'est une des 3 ou 4 légendes du footnet français. Jimmy Libert, il a été... Alors Jimmy, tu me contrediras pas, il a été médaillé d'argent en 1 contre 1 au Mondial 2008 et il a été médaillé de bronze au Mondial 2011. Il a été longtemps considéré comme le seul joueur français à avoir une médaille et aujourd'hui il est sélectionneur adjoint de l'équipe de France. Il habite aux Sables, donc il connaît bien le club des Sables et c'est également un observateur très très pointu et attentif du footnet français. Et Jimmy, je vais te demander si tu peux nous donner un peu ton analyse des 2 demi-finales. Mais écoute, c'est gentil à toi David, merci beaucoup de ton accueil. 2 belles demi-finales. Je reste sur la dernière demi-finale qui était celle entre le club local de Nantes qui recevait ici les Moulineaux. C'est vrai qu'on a assisté à une maîtrise totale, je trouve, de la part des joueurs nantais. Un excellent coaching du coach Julien Mercier. Voilà, une gestion de l'effectif totalement aboutie, réussie. Il a pu se permettre de... Jimmy, je t'interromps 2 minutes, on a le joueur Ismaël Delanous en interview. Je te reprends tout de suite après. Priorité aux joueurs. Priorité au direct. Eh bien, nous sommes en compagnie de Maël Delanous. Maël, pour le présenter déjà, premièrement, c'est l'enfant un peu du pays. Il faut savoir qu'il a vécu ici à Rezé, et puis c'est aussi un enfant du NLTB, du Nantes Laetitia Tennis Ballon. Donc, bon, à titre personnel, je suis ravi de te voir. Comment vas-tu ? Comment tu te sens après cette défaite ? Voilà. Écoute, ça va bien physiquement, mais après là c'est sûr que la défaite est difficile. On était dans un contexte difficile, pas sûr d'être au complet le jour de la finale. Jérémy est arrivé au dernier moment sur des gros transports, on a galéré toute la soirée hier à trouver une solution. Maintenant sur le sportif, on avait des choses à mettre en place qui auraient pu basculer en notre faveur sur le premier set.
Je pense que c'est là le regret qui aurait pu faire basculer en tout cas la rencontre. L'objectif, c'est de faire douter les Nantais. On savait qu'ils allaient avoir du mal, peut-être mentalement, s'ils avaient dans la tête qu'ils pourraient ne pas rejoindre la finale. On avait le beau rôle à ce niveau-là d'outsider en demi-finale. On savait qu'on les avait jamais joués au complet de la saison aussi. Donc malheureusement, même si on était bien calé en défense, je pense qu'on n'a pas réussi à des fois avoir le petit truc en plus. Malheureusement, le contre, là, de mon côté, n'a pas forcément été payant. J'ai souvent été très proche de contrer les attaquants nantais sans énormément de réussite. Donc il nous a manqué le petit truc. Le deuxième set a oublié, le troisième on démarre très mal, on revient bien, mais bon, tu peux pas démarrer mal contre une équipe comme Nantes. Donc on va essayer de s'accrocher à la 3e place et puis on verra. Tout à fait, mais simple à dire d'un point de vue extérieur, mais est-ce que tu ne crois pas que justement la variété de vos attaques, parce que donc toi qui attaquais, Dylan également, il y a Jérémy aussi par moment, mais avec un Jérémy sur la droite qui n'était pas forcément une solution d'attaque de prime abord, justement Kylian il avait un pépin physique, pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué davantage? Kylian, on l'a loupé sur cette saison, il a loupé 3 mois de la saison. Donc il a été là sur le début de saison qui était très difficile, on est bien revenu sans lui et après il y a eu un petit peu de temps d'adaptation pour qu'il revienne bien dans le groupe. C'est vrai que c'est une carte qu'on aurait sûrement dû utiliser. Là on était un petit peu à court de solutions je pense pour avoir le petit truc en plus. Je pense que ça s'est vu aussi au niveau des transitions, on a fini par attaquer à chaque fois de très loin, donc ça aurait sûrement été quelque chose à faire. Ouais. D'accord. Bon, écoute Maël, on va te laisser te reposer d'ici tout à l'heure pour le match pour la 3e place contre l'Olympiakos et on te souhaite d'accrocher, on va dire, cette médaille de bronze et puis on te dit à tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup Maël. À tout à l'heure. Merci. Super, merci beaucoup Amel pour sa sportivité. Vous avez vu, c'est toujours difficile de passer en interview après une défaite aussi cruelle, mais comme il l'a dit, le match était quand même vraiment à sens unique, Jamie. C'est ce que je te disais tout à l'heure, effectivement, j'ai trouvé que, comme tu dis, un match à sens unique, une totale maîtrise de la part des joueurs de Nantes, de leur coach Julien Mercier qui a fait tourner son effectif parfaitement. Un triple majeur qui s'est vraiment dessiné et qui a été chercher ce premier set qui était ultra important, comme l'a précisé Maël. Et puis derrière, une gestion de l'effectif, l'entrée de Benjamin Lemire qui a été efficace. Karl également, Marchand qui a permis de faire reposer un petit peu à un moment donné Maxence Vernier et puis voilà, donc je trouve que Nantes a maîtrisé son sujet et se place réellement dans la peau d'un favori en vue de cette finale 2025 parce que cette demi-finale a été très bien gérée sur le plan avec justement une gestion physique de son effectif. Est-ce que si je te dis que ce matin, avant le début des demi-finales, on aurait pu imaginer que s'il y avait une finale Nantes-Olonne, Olonne aurait peut-être eu davantage la faveur des pronostics, mais après avoir vu les demi-finales, on a l'impression peut-être qu'avec la blessure de William Rambaud, avec peut-être l'absence de Mathieu Moquillon et avec cette équipe de Nantes qui a l'air vraiment sur la voie royale, peut-être que le rapport de force initial s'est inversé. Ouais, je te rejoins complètement. C'est vrai que j'avais ce matin pas vraiment de favori. Honnêtement, j'aurais pas donné l'une des 4 équipes plus favorites qu'une autre. Alors c'est vrai que Nantes est à domicile. Nantes a un gros effectif, mais Nantes a perdu en cours de saison Julien Mercier, qui était son attaquant principal ces dernières saisons. Voilà, relayé depuis la dernière par Raphaël Noblet. Mais voilà, je voyais vraiment un play-off très très ouvert. Mais là effectivement comme tu le dis avec l'absence probable de William Rambaud en finale qui est quand même le taulier joueur champion du monde voilà du côté des Sables, j'ai peur pour les Sables que son absence leur fasse défaut, mais après Kevin Castelao apporte beaucoup d'expérience également à cette équipe. Olivier Rambaud est sur une dynamique incroyable depuis quelques semaines. Vraiment, c'est pour moi l'homme fort. Quelques mois même. Ouais, quelques mois. Effectivement, c'est pour moi l'homme fort actuellement de vraiment la pièce maîtresse du côté des Sables, c'est le capitaine. Alors pour les spectateurs, Olivier Rambaud, c'est le joueur qui joue dans l'axe des Sables et qui a le numéro, pour ceux qui s'en souviennent, il a le numéro 11. Le numéro 11, effectivement, capitaine des Sables. Et devant, si Adrien Robin et Kevin Descamps sont capables de se relayer l'un après l'autre pour être efficaces, le match peut être équilibré. Voilà.
Bon, moi, je t'avoue que contrairement à toi, j'avais plutôt une toute petite préférence pour les Sables. Enfin, pas une préférence, mais plutôt je sentais que les Sables étaient légèrement au-dessus dans ce play-off, et par la dynamique mentale et par la dynamique technico-tactique. Ouais. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression que Nantes, ils ont été un petit peu dans l'ombre toute la saison. Même s'ils sont premiers de la saison régulière avec une grosse avance, on a l'impression que leurs blessés, l'absence de Julien, ils passent par les trous de souris à chaque fois. Ils arrivent sur le play-off avec des blessés qui sont finalement rétablis. On a l'impression qu'ils sont un petit peu en dedans. Et en fait, là, tu vois les matchs. Et c'est encore une fois Nantes qui a l'air d'arriver avec... C'est-à-dire que Nantes c'est vraiment ultra solide, quoi. Ils ont une base arrière composée de Maxime et Maxence, donc Maxime Sorin et Maxence Verny, qui est certainement l'une des meilleures doublettes arrière du championnat depuis quelques années. Et voilà, ils arrivent dans un état de forme qui est relativement très bon sur ce play-off. Maxence revient de blessure récemment. Et si devant Raphaël Noblet réussit à être aussi performant qu'il l'a montré sur cette demi-finale, ça sera très solide côté nantais. Et pour les gens qui connaissent un petit peu moins le FUTNET, Nantes, on va parler de culture de la gagne. Culture de la gagne, ça veut peut-être parler de l'aspect mental. Comment est-ce qu'on peut analyser l'aspect mental dans un sport comme le FUTNET ou le tennis ballon, peut-être plutôt pour les gens qui nous regardent et qui connaissent un peu moins cette discipline. Mais là, côté nantais, on a des guerriers, on a des joueurs qui se connaissent vraiment parfaitement, qui sont ultra compétiteurs. C'est quoi le mental en FUTNET? Comment tu pourrais décrire ça? Le mental, c'est ne rien lâcher, c'est s'appliquer sur chaque point, beaucoup de concentration, beaucoup d'application. C'est pas un sport où il faut nécessairement tout lâcher, tout s'énerver. Il faut vraiment avoir une totale maîtrise de ses émotions. C'est un sport qui nécessite des qualités physiques, mais surtout des qualités techniques. Et voilà, vraiment être serein, concentré, calme, confiant dans chacun de ses gestes. Et en fait, c'est l'addition de chacun des gestes qui permettra à l'équipe de remporter un point. Et c'est cette application à chaque point qui permettra de remporter un set. Et c'est cette application sur tous les sets qui permettra de remporter peut-être un match. Donc voilà, c'est vraiment une concentration qui est ultra importante, que nous, en sélection, on rabâche aux joueurs. Ça l'est encore plus au niveau international, où le niveau est vraiment très très serré et très, très fort. Voilà, c'est cette capacité à être vraiment appliqué à chaque geste réalisé au cours de chaque point. Moi, je vais rajouter un petit truc aussi que je dis souvent, parce que j'accueille souvent des footballeurs dans mon club. Eux, ils me témoignent régulièrement de la difficulté d'avoir à gérer une émotion positive ou négative à chaque point. Eux, dans le football, ils sont habitués à ce que 95 ou 98% de leurs gestes n'influent pas sur le tableau d'affichage. Et au FUTNET, c'est comme le tennis ou le volleyball ou des sports, il y a des points très souvent. Il y a une émotion positive ou négative, un résultat positif ou négatif qui d'ailleurs n'est pas forcément lié. Des fois, on va faire un beau geste et perdre le point. Des fois, on va faire un geste pourri, on va marquer le point. Même si la plupart du temps, c'est quand même lié. Et eux, ils ont vraiment du mal au début à accepter d'avoir tout le temps au cours d'un match à gérer un truc bien, un truc pas bien, un truc bien, un truc pas bien, deux trucs. Et pour eux, ils me témoignent très souvent, même ceux qui deviennent bons, qu'au début, ça a vraiment été ça leur immense difficulté. C'est cette émotion permanente avec ses hauts et ses bas qui est assez difficile à gérer. C'est bien retranscrit, tout à fait. Ouais. Bon, je dirais merci aux footeux qui me l'ont dit. Voilà. Très bien. Les amis de la régie, j'ai pas bien compris. Est-ce qu'on lâche l'antenne tout de suite? Très bien. Eh bien, un petit mot à tous nos amis internautes qui m'ont envoyé pas mal de messages depuis tout à l'heure. Donc, il y a quelques questions qui sont encore en suspens. J'y répondrai tout à l'heure pendant la 3e place. Si les horaires sont respectés, on m'a demandé, il est 14h39 actuellement. Je pense que l'on reprend à 15h la finale 3e place. Donc, voilà. Voilà. On sera là. Les amis, je vous dis à tout à l'heure, on sera là. On sera là plus tard. Ça marche.